Ouf! Quel épisode chargé en émotions. J'ai la chance que mes invités se sont laissés aller et ont été par elles-mêmes surpris, je pense, de où ils sont allés en parlant de leur naissance, comment qu'elles ont évolué à travers ça, comment elles ont grandi. Je pense que c'est un épisode qui nous en apprend beaucoup. Si tu es enceinte, que tu attends un enfant ou si tu as eu tes enfants, normaliser certains vécus, le valider. Je pense que pas mal toutes celles qui vont l'écouter vont être gagnantes de prendre ce temps-là. C'est un épisode qui est long. Ça l'a amené à des discussions sur des sujets peut-être un peu controversés. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec tout ce qui s'est dit. Et c'est tellement correct. Ce que je te demande, comme d'habitude, moi, je suis là pour challenger notre culture un peu. Donc, c'est de garder les yeux grands ouverts, ton cœur, tes oreilles grands ouvertes, comme d'habitude, et d'entendre ce qu'on a à dire, le laisser mijoter, résonner avant de prendre position. Et je t'invite à venir nous partager ce qui en ressort pour toi. Donc, grand épisode. Pour vrai, c'est mon préféré jusqu'à maintenant du Canal Vaginal. Je suis tellement contente que vous ayez eu l'audace et le courage de partager toutes ces choses qui se disent jamais, qu'on n'a jamais entendues. Donc, je vous souhaite vraiment là, de triper à écouter cet épisode-là autant que j'ai tripé à entendre mes invités en parler. Donc, bonne écoute à vous. Bienvenue au Canal Vaginal, gang. Et pour faire suite à notre dernier épisode où on parlait de préparation à la naissance, là, on tombe dans le vif du sujet. On va parler de nos mises au monde. Moi, j'essaie de plus dire accouchement. Enfantement. Nos enfantements, OK? Puis, en espagnol, fur la luz, là, fut la lumière. J'aime vraiment ça, mais en français, ça fait bizarre. Fait qu'on va parler de nos naissances et c'est vraiment excitant parce qu'on a eu de toutes les couleurs, je pense. On s'en est parlé un petit peu, puis fait qu'on veut en parler. Puis pourquoi qu'on en parle? Je pense que c'est important d'en parler justement en transparence parce que ça te permet un peu là, de te préparer mieux, je crois, ou ça te permet de soigner mieux des choses qui se sont vécues chez toi, qui sont peut-être un peu passées sous silence parce qu'on n'en parle jamais, on banalise beaucoup, puis on invalide aussi beaucoup, mais surtout, on n'en parle juste pas. Donc, je te souhaite vraiment de triper à entendre nos histoires. Et moi, je pense qu'au bout du compte, tu vas te sentir mieux après cet épisode-là. Donc, tu m'en donneras des nouvelles dans les commentaires. Et là, on a décidé qu'on commencerait par toi. Parfait. Parce que quand même, accoucher à 32 semaines, c'est pas commun. Ouais. Ouais. Moi, mon travail a commencé chez moi. La veille de mon accouchement, j'étais allée me faire vérifier là, à l'hôpital parce que j'avais des douleurs. J'étais à 32 semaines. Examen et tout, ils me disent non, c'est du faux travail. Là, moi, je reviens chez moi, je me dis, oh my God, le faux travail, la douleur, j'ai pas hâte de voir ce que ça va être, la vraie douleur. Et finalement, le lendemain matin, j'ai comme été en contraction toute la nuit. Le lendemain matin, je rappelle à l'unité des naissances, ça se passe pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça se passe pas. La fille est super gentille, elle me dit, reviens à l'hôpital, on va regarder, tu sais. Et j'ai perdu mes os en arrivant. Ils m'ont allongée, elle m'a examinée, puis j'ai perdu les os à ce moment-là. 32 semaines et 2 jours. Donc là... T'as perdu les os quand elle a examiné? Ben, elle a juste appuyé sur mon ventre, là, comme pour voir... Puis là, tes os, ils ont éclaté. Oui. Wow. Fait que j'étais vraiment rendue là. J'ai pas senti que c'était l'examen qui avait fait que j'avais perdu les os. Et là, à 32 semaines, ils t'expliquent tout ce qu'ils doivent faire au niveau médical pour aider ton bébé à, disons, être préparé à la naissance. Fait que, puis je vous dis ça, mais je me rappelle même pas. Il y avait des médicaments pour le cerveau, pour les poumons. Ils ne savaient pas s'il allait respirer. Il y en a un qui donne chaud, l'autre, il te fait vomir. Je me rappelle. En fait, c'est un gros flou, oui. Cet événement-là, parce que là, on se dit, OK, 32 semaines, la seule chose que j'ai retenue à ce moment-là, c'est, on ne sait pas s'il va respirer quand il va arriver. Donc, on dirait que ça me rend émotif. Et finalement, il était vraiment correct, là. Il a respiré, puis il a pu être sur moi. Je l'ai eu sans épidural. Ça a vraiment été un bel accouchement.
Comme je l'ai dit là, dans l'autre podcast, on a vraiment été capable de faire notre bulle. J'étais beaucoup dans le yoga. Tu sais, quand tu parles d'exercice, j'étais beaucoup dans le yoga à cette époque-là. Donc, j'avais, tu sais, les respirations, accompagner la douleur. Ça a vraiment très bien été. Donc, dans toute cette expérience-là, c'est quand même je garde quand même un beau souvenir de mon accouchement. Mais par exemple, moi, j'ai souvenir qu'ils m'ont laissé mon bébé 30 secondes là, sur moi. Alors qu'ils m'ont dit, ma belle-sœur qui était là, elle m'a dit, non, au moins 15 minutes, là. Mais pour moi, j'ai pas de souvenir de l'accouchement. Et puis là, 32 semaines, ce qui est le plus traumatisant, là, je vous dirais, dans cet accouchement-là, c'est qu'ils sont partis avec mon bébé. Moi, je suis restée dans la salle d'accouchement. Puis là, ils ont dit, OK, là, il faut qu'on le pique, il faut qu'on l'examine. Fait que j'ai juste dit à mon chum, ben va avec le bébé. Tu sais, moi, je reste allongée, il faut qu'il me surveille, suis le bébé, lâche-le pas des yeux. Fait que c'est mon chum qui est allé avec eux, il l'avait sur lui pendant qu'il faisait ce qu'il avait à faire, là, j'étais pas là. Mais après, Sainte-Justine sont venus le chercher. Fait que moi, je suis restée à Saint-Jérôme avec ma mère. Et mon chum est parti avec le bébé à Sainte-Justine. J'ai pleuré là, de ce jour-là jusqu'à ma sortie de Sainte-Justine. J'ai fait une grosse montée de température cette nuit-là. Il n'était pas certain de vouloir me donner mon congé le lendemain. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était aller retrouver mon bébé à Sainte-Justine. Fait qu'ils m'ont donné mon congé en disant « On devrait pas, mais on comprend. Tu peux aller avec ton bébé à Sainte-Justine, mais si jamais il y a quoi que ce soit, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi j'avais fait une montée de température, il faut que tu te diriges à l'unité des naissances de Sainte-Justine pour qu'ils te prennent en charge. » Finalement, tout était correct. Et puis là, c'est le suivi en néonatologie à l'hôpital de Sainte-Justine. Il va très bien, là, au jour d'aujourd'hui. Il y a des caractéristiques physiques. Dans le fond, mon fils est né avec... j'avais le syndrome des bandes amniotiques. C'est mon amnion qui ne s'est pas accolé complètement à ma poche, donc à mon utérus, en fait. Donc, ça fait comme ils m'ont expliqué que c'est comme des toiles d'araignée dans la poche. Ça peut faire des amputations in utero. Moi, mon fils est né avec tous ses membres, mais son pied droit était mal formé, puis il n'y avait pas d'articulation de cheville. Donc, à l'âge de 15 mois, il s'est fait amputer du pied droit. Aujourd'hui, il a une prothèse, puis il fait toute sa vie comme n'importe qui, là. Il est plein de vie. Je peux-tu faire un aparté? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ah, vas-y. Quand on a su que j'avais ce syndrome-là, c'est dès la première échographie à 12 semaines. Ils m'ont référé à Sainte-Justine. J'ai été suivie dans le fond, la gare, les grossesses à risque. Après, on a été suivis en génétique, mais puis à chaque mois, j'avais une échographie à Sainte-Justine. On ne savait pas ce que ça ferait, en fait. On ne savait pas quel membre serait affecté, quelle ampleur ça l'aurait. Et le premier rendez-vous que j'ai eu avec le médecin à Sainte-Justine, qui n'a pas été finalement le médecin qui nous a suivis, ils nous ont recommandé d'interrompre la grossesse parce que ils savent pas ce que ça fait. Donc, ça se peut que y ait des complications majeures. Donc, on m'avait dit, le médecin, je me rappelle, c'est drôle, j'en ai parlé cette semaine avec mon chum, on m'avait dit, 27 ans, t'es encore toute jeune, hein, tu pourras en faire un autre. Fait que là, nous, on repart toute chargée de tout ça chez nous. Finalement, au jour d'aujourd'hui, je regarde mon garçon, puis il y a 4 ans, je me dis, jamais j'aurais pu voir ma vie sans lui. Il est merveilleux, il est sensible. Fait que, bon, on bifurque là, de l'accouchement, mais c'est ça. Ça a une grosse histoire chargée, mais c'est quand même une très belle histoire, même si, à mon deuxième accouchement, j'étais traumatisée de ça. Moi, à 32 semaines, je faisais de mon deuxième, je faisais de l'anxiété, là. J'arrivais pas à respirer, j'avais une boule. Je me disais, je vais accoucher encore à 32 semaines. Moi, c'est ça ma réalité, de commencer mon travail trop tôt puis d'accoucher. Finalement, j'ai accouché à 39 semaines. J'ai eu un stripping à 38, à 39. On dirait que moi, je le demandais. J'étais capable, je voulais l'avoir, le stripping, je voulais accoucher. Puis avec le recul, avec les discussions qu'on a, puis les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me dis, ben non, tu sais, mon enfant était peut-être pas prêt finalement à venir au monde. Et avec le travail que j'ai eu, je me dis peut-être qu'il était pas prêt à ce moment-là à arriver.
Mais dans ma tête, c'était comme, je peux pas me rendre au bout, là. Moi, c'était pas ce qui était ancré ou dans mes connaissances de l'époque. Et à mon deuxième, je me dis, bon, ben j'ai eu mon premier sans épidural. Le deuxième, ça va se faire facile, mais moins capable d'être dans ma bulle, trop anxieuse, pas capable de connecter avec mon chum. Au final, j'ai pris l'épidurale, puis à ce moment-là, en 1 heure, j'ai passé de 5 à 10, et puis j'ai eu moi, j'ai des enfants très rapidement aussi, là, mais c'est ça. Là, j'étais pas capable de... Là, j'ai eu vraiment toute l'importance du bien-être mental, psychologique, émotionnel pour que ton corps puisse être prêt à mettre au monde un enfant. Puis la petite bulle d'amour qu'on a été capable de créer, c'est vraiment plus après, quand le bébé est arrivé. Parce que lui, il est arrivé, pas de complications, petit bébé qui dit rien, tout est beau. Ouf! C'est de l'émotion. Tu t'es fait ça vite? Non, mais t'as fait ça vite, mais c'est chamboulant quand même comme histoire. Là, moi, je me suis mis 4 choses à rebondir. Vous autres? Non? Bien, merci pour vrai d'avoir partagé parce que c'est gros. Puis, tu vois, c'est ça. Moi, le faux travail, tu sais, comme une fausse couche. Tu sais, c'est comme t'étais pas vraiment enceinte, c'était faux. Moi, je dis pas ça à cause de toi, je dis ça, écoutez-moi donc. Je pointais l'écran général de YouTube. Fait que faux travail, tu sais, c'est du travail. C'est les vraies contractions. Tu es en train de te pratiquer à enfanter, c'est des vraies sensations. C'est vraiment ça, là. Fait que c'est pas c'est du pré-travail, pas du faux travail. C'est du pré-travail. C'est pas tellement ça qui est véhiculé, tu sais, dans le discours. Ben oui, parce que là, ça t'a stressé. Je serais pas capable, moi. Ça me fait bien trop mal avoir des fausses contractions. Mais c'est des contractions réelles. C'est juste qu'ils sont avant. Aussi, ça faisait 20 heures que j'étais à l'hôpital, dans la chambre, en train d'avoir mal. Il me disait « Ah, mais c'est encore du faux travail. » Après 20 heures, moi, ça m'insultait. Ça m'enrageait. J'étais comme « Comment tu veux que ça soit faux si je ressens tout ça? » Tu le vis? Oui. Puis moi, je suis comme toi. Moi, je dis « Hey, c'est aujourd'hui. » Puis je suis à 0. Je te dis, puis là, je vais dilater en 1 heure, je passe de 0 à 10, moi. Mais j'étais à 0, là. Puis là, j'ai dit, je suis en train de mettre au monde mon enfant. Non, c'est du faux travail. Je suis comme, moi aussi, ça a duré 36 heures, ma première. Fait que, tu sais, les filles qui nous écoutent puis qui vous travaillez en périnatalité, vos mots sont puissants puis ils peuvent vraiment faire la différence entre elle se sent capable de mettre au monde son bébé versus non. Fait que ça, faux travail. Merci de l'avoir dit. Parce qu'en vrai, ça veut dire la même chose, mais dans la personne qui le reçoit, ça l'invalide pas ce qu'elle vit. Ben oui, parce que c'est puissant. C'est comme du la pré-travail. C'est comme, il n'y a rien de faux là-dedans. Ben oui, tu le mets au monde, ce bébé-là, puis il a existé, il n'était pas faux, tu sais. Fait que pensons aux mots qu'on utilise, parce que les mots ont vraiment un effet sur notre confiance personnelle, notre estime. Sinon, partir avec bébé. Tu vois, moi, ma première respirait pas. Puis ils n'ont pas décroché le cordon, ils l'ont laissé, le cordon, puis ils l'ont réanimé sur moi. J'étais avec sage-femme, puis j'étais encore dans mon bain. Ils sont tellement hot, les sages-femmes, là. Oui, bien dans ce temps-là, est-ce que ça a changé? Parce que maintenant, ils ont beaucoup de protocoles, là. Mais quand ils peuvent, ils vont faire les manœuvres, tu sais, proche de la maman, puis à côté. Oui, fait que moi, ça a le fait que je me suis attachée à cet enfant-là, puis vraiment, quand je la mettais au monde, moi, c'est une grosse dyssocie que j'ai eue. Puis c'est drôle parce que pendant la grossesse, j'arrêtais pas d'en parler, puis c'était même pas un mot que je connaissais. Moi, je savais pas qu'on pouvait sortir la tête puis les épaules passent pas, tu sais. Dans ma tête, c'était inconcevable que ça fonctionne pas, puis j'étais gymnaste. Moi, je fais encore la split, là, tu sais, je pourrais vous la montrer tantôt. Fait que, tu sais, dans ma tête, tout passe, là, tu sais. Puis je suis large aussi, fait que tout va bien aller. Mais c'est ça, fait que là, pendant la naissance, moi, j'ai senti, OK, il y en a une de nous deux qui va pas survivre. Aïe, aïe. Puis quand elle est née, pas vivante, je me suis dit, bon, ben c'est elle qui est morte. Puis le fait qu'ils l'ont réanimée sur moi, ça m'a permis de m'attacher. Puis ça, les professionnels de la santé qui travaillent en périnatalité, vous avez un gros impact sur le lien d'attachement de la mère et du bébé. OK? Un énorme lien un énorme impact sur ce lien-là. Puis moi, le fait qu'ils m'ont laissé mon bébé, donc j'ai jamais été stressée qu'il parte loin, OK? Parce qu'il aurait pu. Ils me l'ont laissé sur moi, fait que j'avais un sentiment de contrôle, j'étais présente, puis ma fille était sur moi. Je suis certaine que ça a fait que ça l'a ramené. Puis je suis sûre aussi que, tu sais, le fait que la maman parle avec le bébé, ça a un énorme impact, tu sais. Probablement que tu parlais avec elle pendant qu'elle était sur toi, puis tu sais, je suis là, puis tu sais, juste ta présence. Allez, mon bébé, allez. Puis là, à un moment donné, elle était correcte. Elle s'est mise à respirer, tout était beau. Puis mon réflexe, je voulais pas allaiter, ça a été de la mettre au sein. Puis ils n'ont pas coupé le cordon.
et ils nous ont foutu la paix. Ma fille, elle n'a pas respiré 3 minutes et demie. Mais ils sont partis. Ils m'ont laissé l'allaiter. Puis peut-être que ça, le fait qu'ils n'ont pas clampé immédiatement, ça a peut-être eu un impact. Sur le fait qu'elle n'a aucune séquelle. Oui, parce que ça augmente le rythme cardiaque puis tout ça. La chaleur. Oui, c'est ça, exactement. Ça augmente la chaleur parce que moi, elle était complètement bleue. Ça augmente le rythme, ça prépare, ça soutient ses organes. Mais c'est ça. Fait que là, moi, quand le cordon a arrêté de pulser, qu'elle a fini sa tétée, là, ils ont coupé. Mais on m'a jamais enlevé mon bébé. Puis ma deuxième, je l'ai provoquée à l'hôpital parce que j'avais peur de revivre une cytosine. Fait qu'on m'a provoquée à 38 semaines. Puis, je suis en train de parler de mes accouchements. Ben, on dirait. Si, j'ai plus la place. Fait que c'est ça, j'ai été provoquée. Puis là, j'étais vraiment en panique. Puis j'ai un suivi médical. Puis ma médecin a vraiment été géniale. Je l'ai vraiment beaucoup aimée dans mon suivi. Elle prenait tout le temps avec moi. J'étais en panique. Puis elle a contribué à m'aider à me donner confiance. Puis dans ce temps-là, à cette époque-là, en 2014, on ne provoquait pas par peur de dystocie. C'était pas quelque chose qui se faisait. Maintenant, ils vont provoquer tout le temps au cas où, tu sais. Mais moi, elle a dit, tu sais, j'embarque. On va te provoquer d'avance parce que clairement, j'allais pas survivre psychologiquement à 40 semaines. J'aurais eu beaucoup trop peur. Fait qu'elle a accepté cette provocation-là. Puis la provocation, ça s'est super bien passé. Mais j'étais tellement stressée quand même. Tu sais, j'étais arrivée, puis là, il fallait que je me présente. Mon chum stationnait l'auto, puis j'étais pas capable de parler tellement j'étais en état de choc. Puis, mon infirmière a été super à mon écoute, super aidante. Pour l'épidurale, je voulais pas la prendre, mais elle a dit, tu sais, Mélanie, je te vois aller. Puis, finalement, je l'ai pris grâce à ses conseils, puis j'en avais besoin, tu sais. Fait que, tu sais, ils m'ont vraiment aidé, l'équipe médicale. La seule chose que j'ai pas aimée, c'est que j'étais en panique. J'avais peur, j'étais effrayée, j'avais peur de mourir, j'avais peur que mon bébé meure. Vraiment, c'était profond. Et pendant la poussée, il y a une trolley de personnes qui sont rentrées pour checker. Oh. Là, je me suis sentie violée. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais vulnérable. Le plus vulnérable que j'ai été de toute ma vie, dans une détresse incroyable. Puis, on a fait rentrer du monde sans me demander. Fait que j'étais toute ouverte. J'étais avec mon médecin, mon infirmière, une trolley d'individus qui sont arrivés en arrière et me regardaient tout le vagin. Puis j'étais comme, ben non, je veux pas ça. Puis oui, ils sont là au cas où. Non, ils sont pas là au cas où. Ils sont là pour s'instruire de si je fais une dystocie, mais moi, je suis pas d'accord. Mais là, tu peux pas te battre quand tu es en train de pousser, là. Fait que ça, moi, je l'ai vécu comme un viol. Il a fallu que je sois traitée pour agression sexuelle à cause de cette naissance-là. Fait que, tu sais, j'aurais pu dire, c'est toute une belle histoire, mais ça a fini en bordel total, juste parce qu'on m'a pas demandé mon consentement. Puis j'étais dans une vulnérabilité, je me sentais en confiance avec mon médecin, avec mon infirmière, avec mon conjoint, puis on est venu briser ce lien de confiance-là. On m'a mis à nu. Ça, j'ai pas accepté. Puis tu vois, j'ai toujours voulu, moi aussi, avoir des photos de mes accouchements parce que moi, le moment que je préfère d'une naissance, c'est quand j'ai le bébé sur moi. Puis la vague de cytocine, hein, l'hormone de l'amour, quand je regarde mon chum, puis il me regarde moi, c'est comme un amour, là, on recommence au début. On recommence notre histoire de couple à zéro. On recommence là, dans les puissances de l'amour comme deux adolescents. Puis moi, je voulais qu'on prenne en photo ça, ce regard-là qu'on s'échange. Mais j'ai jamais été capable parce que j'avais peur de me sentir encore une fois comme un animal de foire. Comme si tu sais, même si je sais que les photographes en périnatalité sont hyper respectueux, ça fait partie de mes traumatismes à moi. Fait que ça, partir avec bébé. Puis moi, je l'avais dit, si ma deuxième n'est pas vivante, j'aimerais ça qu'on la réanime sur moi. Puis là, c'était vraiment pas possible. C'était vraiment pas possible à l'hôpital. Puis je vous le dis, les filles qui nous écoutent, ça fait une grande différence dans le lien. Ça fait une grande différence sur l'état d'esprit après. Ça fait une grande différence à tellement de niveaux. Puis c'est possible. Sinon, les échographies. Moi, voyez-vous, les échographies, on m'a toujours dit, t'as trop des gros bébés. Ils sont trop gros. Tu pourras pas le mettre au monde. Il est trop gros, ton bébé. Puis moi, ça l'a joué avec mon expérience de ma première. Fait que moi, les échographies, pour moi, tu sais, d'un côté, puis là, c'est moi personnellement, là, je veux dire, j'essaie pas de vous dire que c'est ça que vous devez faire, mais moi, tu m'aurais annoncé que mon bébé a une maladie, une trisomie, peu importe. C'est pas, je l'aurais pas avorté. Tu sais, moi, je l'aurais pris. Dans le fond, quand je fais mon bébé, c'est pas pour chercher un humain parfait. Puis moi, j'en ai eu une enfant malade, ma deuxième. Ça a été un enfant malade. Ça a été long à avoir son diagnostic. On a été en errance et tout ça. Puis les gens me souhaitaient à mon troisième un enfant en santé. Mais j'étais comme, moi, ma deuxième, c'est pas un enfant en santé, mais est-ce que je le prendrais pas? Est-ce que je l'échangerais? Non. Moi, mon enfant malade, je la veux pareil. Fait que, tu sais, pour moi,
qu'il soit malade ou peu importe, c'était pas dans les conditions que je le mette à terme ou pas. Fait que, tu sais, moi, un écho, puis c'est tout le stress que ça amenait sur mon sentiment d'incompétence à mettre au monde mon propre enfant. Fait que moi, j'ai refusé les échos à mon 4e bébé. J'ai eu aucune échographie. Puis là, on me disait, mais oui, mais d'un coup. Mais souvent, là, les échographies, ça va être des d'un coup que. Des probabilités que peut-être que. Oui, il y a des pathologies que si tu les découvres avant, il y a une intervention immédiate à faire. Puis si tu ne l'as pas, je pense que c'est quelque chose au cœur. Mais tu sais, ça, rendu là, tu en discutes avec ton médecin. C'est quoi la pathologie vitale à la naissance? Vérifier juste elle, par exemple, tu sais. Mais moi, de me faire dire que je ne serais pas capable, de me faire dire qu'elle est malade, je ne vais pas l'avorter à cause de ça. Fait que moi, j'ai pas fait les échographies. Puis je m'étais dit, si mon bébé, je le mets au monde, puis il y avait une malformation, c'est à ce point-là, bien, il l'aura. Tu sais, c'est quoi mon réel pouvoir là-dessus? Ça va-tu enlever sa malformation? Si on me dit qu'il y a des risques de problèmes, puis finalement, ils n'avaient pas tout le stress que j'ai eu jusque-là, tu sais, finalement, je vais le mettre au monde, il sera comme il sera. C'est quoi? Ça change quoi qu'il y ait des probabilités de risque que peut-être qu'en accouchant, il y ait quelque chose? Il va l'avoir anyway. Puis s'il ne l'a pas, pourquoi je serais stressée pour quelque chose qu'il n'y a pas? Puis ça, c'est mon chum qui est de même. Hein? Il fera avec quand on sera rendu là. Moi, j'avais tout le temps, je prévois, plan A jusqu'à Z, tout est prévu. Là, c'était vraiment comme, faisons confiance à la vie. La vie m'amène de quoi? Puis je sais qu'il faut confronter plein de monde avec ce que je dis aujourd'hui parce que c'est vraiment pas notre culture de penser comme je pense là. Mais je ferai avec. Puis s'il y a une maladie, s'il y a une malformation, s'il y a un bec de lièvre, moi, j'avais préparé mes enfants au bec de lièvre. J'avais des poupées, je leur avais montré des films. Regardez, votre frère, ça se peut qu'il naisse... Votre frère, je ne savais pas c'était un gars, mais le bébé, ça se peut qu'il naisse comme ça. Puis c'est correct. Ça se peut qu'il naisse trisomique. Je leur montrais des vidéos de trisomique. Puis c'est correct. Fait que, tu sais, moi, l'échographie, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai refusé à mon 4e. Et bébé prêt. Fait que effectivement, le bébé prêt, ça, c'est mon dernier point que je rebondis. Finalement, j'ai parlé pendant 20 minutes. Mais le bébé prêt, c'est plus complexe aussi, effectivement. Puis ton instinct, ton intuition de dire, il était peut-être pas prêt. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Tu sais, dans ce que j'ai lu dans mes dernières études pour l'écriture de mon livre, c'est que le bébé va envoyer des messages que la mère doit être réceptive à recevoir. Puis là, la mère va déclencher. Puis là, il y a toute une gestion d'environnement et tout ça. Mais il y a quand même quelque chose interne qu'on connaît très peu, qui a été très peu étudié. Puis moi, j'ai cette croyance-là aussi, que si mon bébé n'a pas envoyé ses messages qui est prêt, puis qu'on lui dit non, tu dois sortir comme ma deuxième, c'est pour ça qu'elle est malade, c'est pour ça qu'elle est comme, tu sais, tous ces défis qu'elle porte aujourd'hui. On l'a sorti avant qu'elle soit prête, mais je me pose la question, tu sais, je me pose la question. Puis dans le temps, moi, on ne provoquait pas à cause du diabète qu'il y a maintenant. Il a fallu que je refuse la provocation 3 fois. Ouais. Fait que c'est ce que j'avais envie de dire suite à ton récit. Ça me ramenait à des affaires par rapport à moi. Je sais, je vous ai toutes vu noter. Est-ce qu'il y a des... Vous vouliez ajouter quelque chose? Quand tu as dit que tu as réanimé ton bébé, ils ont réanimé ton bébé sur toi, là, ils disent beaucoup en néonatologie que le pot à pot, ça aide à réguler les signes vitaux de ton enfant. Quand l'enfant est malade, ou moi, il a été très malade, dans le fond, quand il est né, un 10 jours assez critique. Puis il disait que le pot à pot, ça va venir tout réguler température, signes vitaux. Fait que ça a peut-être contribué au fait que, justement, elle avait ta peau pour la réanimation. Peut-être. Mais c'est ça, c'est qu'ils partent à Sainte-Justine, tu sais. Puis... Dans le lien, tu parlais du lien aussi, ouais. Je voulais dire ça. Moi, je me rappelle encore, là, mon chum, on était allé manger à la cafétéria de Sainte-Justine. Moi, j'ai pas quitté la chambre, là. J'ai pas quitté la chambre de Sainte-Justine du mois qu'on a passé là. C'était inconcevable pour moi de dire, ben j'ai mis un enfant au monde, faut que je m'en occupe, là. Même s'il est dans un incubateur, il est à moi. Ben, il est à moi, oui, c'est mon enfant. Et puis, mon chum, il m'avait dit, ben on dirait que tu prends pas ta place. On dirait que c'est pas... tu sais, c'est toi sa mère, là, comme, prends ta place. Puis je m'étais mis à pleurer en me disant, mais ça fait 24 heures que c'est toi qui t'en occupe. On dirait que j'avais perdu cette place-là de dire, mais je m'en suis pas occupée, c'est toi, ils sont partis avec, c'est toi qui étais là. Puis au final, c'est, bon, dans toute la délicatesse de mon chum, là, c'était pas si délicat, mais c'est ça qui m'a fait prendre conscience de dire, OK, non, c'est moi sa mère. C'est moi qui prends la place. Quand ils font des soins, je suis là. Si je peux les faire, c'est moi qui les fais. C'est moi sa mère. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pas quitté la chambre. C'était mon bébé. C'est tellement... C'est beau. C'est beau, c'est tellement beau. C'est le lien, comment que c'est créé. Ouais. Il aurait pu être rompu.
Tu sais, ça aurait pu être vraiment pénible. C'est pas drôle, là. Puis ça aussi, on n'en parle jamais, hein, du lien qui est pas présent. Tu sais, on pense tout le temps au coup de foudre. Moi, sur 4 naissances, je l'ai vécu juste une fois, le coup de foudre. Puis c'est la seule naissance que j'étais chez nous, que j'ai jamais sorti de ma grotte. Hein? J'étais une louve dans ma grotte. J'ai jamais sorti de ma grotte. C'est la seule fois que j'ai vécu un coup de foudre en mettant au monde un bébé, l'ocytocine dans le tapis. Sinon, ça s'est jamais passé comme ça. Fait que c'est le lien, là, tu sais, c'est quelque chose d'important à long terme, là, pas juste immédiat. Là, je t'ai vu aussi noter. Ben dans le fond, moi, j'aurais rebondi sur les échographies. Oui. Ben, tu sais, la peur, ça crée des tensions, hein? Oui. Puis là, on veut faire sortir un bon bébé du bassin. Oui, 10 livres, moi. C'est fou, là. Fait que, comme, à quel point comme ton état psychologique peut avoir un impact sur ton état physique aussi. Tu sais, la maman qui a peur que son bébé sorte de son vagin ou qui a peur qu'il reste coincé, ben, elle va être tendue, là. c'est sûr. Fait que moi, c'était plus par rapport à ça. Fait que, tu sais, de se questionner, justement. Mais c'est à ce point-là, parce que les échos, tu sais, c'est comme si c'était obligatoire, mais ça ne l'est pas. Fait que, tu sais, de se dire, est-ce que les échos m'apportent du bien? Si t'apportes du bien, let's go, tu sais. Mais si les échos t'apportent du mal, pose-toi des questions. Moi, ça m'apportait que du mal. Il n'y avait aucun bien qui en sortait. Fait que pour moi, c'était pas bon. Mais pour d'autres, c'est peut-être hyper important. Puis c'est un beau moment, c'est une belle rencontre. Ils ont hâte. Moi, c'était pas ça. Moi, je faisais de l'anxiété une semaine avant. Je dormais pas la veille. J'avais tellement peur à l'échographie qu'on me dise à quel point j'étais incompétente. Fait que, tu sais, c'était de la douleur pour moi. Fait que, pour moi, les échos, c'est non. Mais pour d'autres, oui, tu sais. Puis, tu sais, il y a une marge d'erreur, comme qu'on disait tantôt à micro fermé, je pense. Oui. Par rapport aux échographies, tu sais, puis c'est normal qu'il y a des femmes qui fassent des plus petits bébés, puis d'autres femmes qui fassent des plus gros bébés, puis on est toutes différentes, puis les bébés sont tous différents. Bien, mon 4e, tu sais, quand comme une fois, je pensais que j'étais en travail prématuré parce que moi, j'ai beaucoup de contractions très violentes, là, tu sais, vraiment du faux travail très réel, OK? Puis, j'étais allée à l'hôpital parce que je pensais que j'allais avoir mon bébé tout de suite. Puis, c'est là qu'on m'a dit, ben là, toi, tu fais des gros bébés. Tu sais, comme si j'étais en danger, mais j'étais comme, c'est mon 4e, là. Tu n'aideras pas à me faire douter que je ne suis pas capable. J'ai tout le temps réussi. Je le sais que je suis capable. Il essayait de me convaincre que je ne le serais pas, tu sais, capable. Fait que faites attention à vos mots, les amis. Puis on peut accepter une échographie puis en refuser une autre, là. Oui. À ma fille. Puis refuser qu'on évalue certaines choses, puis dès qu'on refuse d'autres. À ma fille, j'ai refusé justement une écho de contrôle pour mon liquide amniotique, là, parce que moi, je voulais pas perdre mon sage-femme, puis j'étais bien en sécurité avec ça, là. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord. C'est se questionner, prendre le contrôle. Veux-tu y aller, Josée? Moi, c'est aussi sur les échographies, en fait. Puis, tu sais, c'est peut-être juste... Moi, j'ai été formée, là, en tant qu'infirmière, là, à toujours voir les risques, puis ce genre de choses-là. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui change un peu dans mon parcours, là. Mais c'est une question pour toi, à savoir, mettons, tu dis que tu as refusé les échographies, puis tu dis que c'est quelque chose qui t'apportait plus de mal. Mais mettons, là... Puis je me questionne, là, dans le sens que si, mettons, on serait capable ton enfant, il aurait besoin de quelque chose de spécial à la naissance, puis que ce serait une question, mettons, de vie ou de mort. Oui. Bien, puis que l'échographie pourrait le détecter, mais là, on n'a pas fait l'échographie, fait qu'on le sait pas, fait qu'on n'a pas les intervenants pour le savoir, mettons. Y a-tu... Je me questionne, dans le fond. Tu sais, y a-tu quelque chose qu'on... Tu sais, oui, moi non plus, je pense pas que de regarder le poids nécessairement du bébé, c'est pas quelque chose qui est quand même assez pertinent, dépendamment de la situation, évidemment, là, mais par rapport à ça, mettons que ton bébé, il y a quelque chose, il y a une malformation de cœur, il y a quelque chose comme ça, tu sais, au moins, aller voir les organes, ces organes, sont-ils bien formés ou je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus, mettons? Bien, personnel, on s'entend? Oui, personnel. C'est personnel, mais, tu sais, ça, j'en ai un avis quand même. Puis, tu sais, l'affaire, c'est quelle pathologie qu'on peut voir à l'échographie, exact, que c'est pas une probabilité de naissance, peut-être que oui, peut-être que non. Mm-hmm. C'est quelle données qu'on peut prendre que tu es à 100% sûr du résultat. Ça, moi, avec ma personnalité puis mon vécu, ce serait peut-être un test que j'aurais accepté faire. Mm-hmm. Mais tous les tests qui pourraient dire « Ah, c'est un peu plus petit, un peu plus gros, peut-être on va surveiller, on va vérifier ». Ça, moi, c'est du stress que je ne peux pas avec ma personnalité à moi. Mm-hmm. Ça m'empêche de vivre, ça me rend malade. Moi, je peux pas une probabilité de peut-être que. Mm-hmm. Fait que moi, à la naissance, j'étais prête à une surprise. J'étais prête à des malformations. J'étais prête à qu'il soit pas viable. J'étais prête qu'il y ait la trisomie 13, la trisomie 21. J'étais prête à accepter mon enfant tel qu'il venait.
Ce que j'étais pas prête, c'est de me faire dire, bien, il y a des chances qu'il y ait quelque chose sur lesquels j'ai aucun pouvoir. C'est quoi ton pouvoir, toi, comme professionnel de la santé, sur cette probabilité-là? Est-ce qu'il y a une intervention immédiate qui va avoir lieu? Si les réponses c'était « j'en ai pas de pouvoir » et il n'y a pas d'intervention, je ne voulais rien savoir. Mais effectivement, je sais qu'il y a une pathologie cardiaque que si tu la décèles pendant la grossesse, tu la fais. Mais j'aurais mis au monde comment mon enfant? Tu sais, il y a toutes les... J'aurais-tu été dans l'environnement que j'avais choisi, qui me sécurise, qui fait que tout va bien? Est-ce que j'aurais vécu ça de la bonne façon? Tu sais, il y a tout ça. Fait que moi, tu me dis, il y a un test qui te prouve que ton enfant va mourir quand il va naître. Peut-être, mais peut-être que non. Okay. Moi, j'étais prête à l'accueillir comme qu'il allait venir, puis j'étais pas prête à stresser pour des choses que je contrôle pas. Puis que je peux pas prédire pour de vrai. Fait que, tu sais, des échos tous les mois, j'aurais jamais survécu. J'aurais jamais survécu à ça. D'attendre cette échographie-là, l'état que t'es, qu'est-ce qu'ils vont me dire pendant l'écho? Ah, ça va pas. Et on revenait toujours avec plus de questions, puis c'était jamais la même chose, puis on savait pas. En vrai, là, ils savent pas qu'est-ce que ça fait. Ils savent que ça se peut que ça s'accroche à des membres, mais une fois, c'était la main, l'autre fois, c'était le pied. Est-ce qu'il y a tous ses orteils? On le savait pas. Là, on revenait toujours à la maison avec plus de questions en attente de la prochaine fois. Ça t'enlève un moment. Oui. Ça t'enlève une... Tu sais, puis pas besoin d'être naïf, parce que l'important, c'est de savoir que les mains qui sortent vont sortir comme il va sortir, tu sais. Mais toi, mettons que tu n'aurais pas su ça, puis qui est né avec ces malformations, je pense que c'est plus ça qu'il faut mettre prête. Ça se peut que ton bébé naisse, puis même si ton écho est parfaite, ça se peut que ton bébé a une maladie. Moi, ma deuxième était parfaite aux échos, mais elle avait une maladie. Fait que là, tu sais, tu t'attends à un bébé parfait, puis finalement, il l'est pas. Moi, je pense que la préparation, puis tu sais, j'ai pas tous les mots qu'il faut, puis on s'entend, c'est très personnel comme opinion, mais moi, pour me préparer, c'est d'accepter que mon enfant va naître dans son propre corps, selon aucune performance, parce que moi, la performance, c'est important dans ma vie, fait que j'essaie de l'enlever. Fait qu'il performe pas, lui, il existe. C'est mon enfant qui existe, puis il existe avec son amputation. Ouais. Puis tu l'aimes, puis il est hot pareil. Il est très hot. Hey, on s'en fout dessus, tu sais, du reste. Fait que moi, c'est mon... Je sais pas, toi, tu sais, à revivre ça, tu revivrais-tu toutes les échos? Je pense que oui. Tu les referais? J'étais dans cette anxiété-là de dire, il faut que je sache. Mais au final, je savais pas, là. Mais... Puis mettons que tu n'avais eu aucun écho, puis que tu n'aurais jamais su que tu avais cette anomalie-là. J'aurais géré pareil. Comme mais je veux dire, quand il serait né... Oui. Puis il serait né avec le problème de pied. Puis on aurait... Tu aurais fait avec. Ouais. De le savoir avant, ça t'a apporté quoi? Rien. Ça t'a apporté du stress? Tu n'avais aucun contrôle? Je peux pas dire que je me suis plus préparée. Bien, il faut se préparer à ce qu'ils sortent n'importe comment. Oui, c'est ça. Il faut se préparer qu'ils meurent, mais ils peuvent mourir tout le temps, nos enfants. Même quand tout va bien. Même quand tout va bien, ils peuvent mourir tantôt. Fait qu'on peut pas se préparer, puis c'est impossible d'avoir cette prétention-là, de dire qu'il va vivre ou mourir. Il faut se préparer à ce qu'il meurt. Parce qu'ils peuvent mourir n'importe quand dans notre vie, tu sais. Moi, ça, je suis vraiment pas préparée à ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais c'est sûr, c'est un deuil épouvantable. C'est pas parce que je suis prête à ce que mes enfants meurent que je veux puis que je veux m'en sortir. C'est sûr que je vais être à l'envers, là. Je veux dire, c'est la fin du monde. Mais est-ce que mes enfants sont éternels? Non. Non. Parce que je sais quand ils vont disparaître, non. Fait que pour moi, l'échographie, ça revient à ça aussi. Je me prépare autrement. Puis j'essaie pas de vous convaincre, hein. J'essaie pas que plus personne fasse d'échographie, là. C'est pas ça que j'essaie. Mais s'il y en a qui sentent comme je me sens, bien, peut-être ça va te faire réfléchir puis tu vas prendre des décisions différentes. Fait que c'est plus à s'ouvrir à autre chose. Puis si t'es super choqué en m'écoutant parler puis tu te dis « c'est super dangereux, c'est tellement grave », mais tu sais, fais-les tes échos, tu sais. C'est vraiment correct, là. Mais je trouve ça important qu'on voit d'autres visions. Parce que quand on est comme moi, tout le temps différente, on se sent jamais comme normal, bien, c'est le fun de voir qu'il y en a d'autres qui pensent comme nous des fois. Fait que voilà comment je pense sur les échos. Gros sujet, hein? Oui, c'est bon. Puis juste pour revenir à ton histoire, tu sais, on se disait, tu sais, si tu l'avais pas su, ici et ça, puis je sais pas si c'était correct pour toi, j'en parle, mais tu sais, ça faisait pas longtemps que tu étais avec Olivier. Bien, je l'ai dit vite. Ouais, moi, c'était un bébé surprise. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Fait que ça aurait pu, tu sais, quand ils ont proposé de possiblement mettre fin à la grossesse, là, nouveau couple, plein de questionnements, ça aurait pu être ça aussi. Là, nous, on aurait pu dire...
Ouais, finalement, c'est un bébé surprise. Il arrive avec des problématiques. C'est vraiment correct, là. On s'embarque pas là-dedans, là. On n'est pas prête, on se connaît pas assez. Il y en a plein qui le font. Ouais. Parce que dans leur moment de vie actuel, c'est la bonne chose à faire. Ouais. Puis c'est vraiment correct. Moi, je dis pas que j'en vivrai jamais, là, d'avortement, par exemple. Tu sais, on s'entend que c'est assez, Kat. Mais je veux dire, c'est ça. Il faut voir dans notre moment présent, c'est quoi les bons puis les mauvais pour nous. Puis effectivement. En fonction de ce que toi, tu es capable de gérer au niveau de l'anxiété. Aussi. Au niveau de... Ouais. Comment on contrôle tes limites. Ouais. Tu regardes l'heure, hein? Non. Non? Oui, on a pris un peu de Faudrait retard, avancer, ouais. Vas-y, Josée, parle-nous de tes naissances à toi. Moi, c'est ça, j'ai 3 bébés, dont 5 ans, 3 ans et 1 an. Ma première, je m'étais pas préparée, rien. C'était une petite fille que le suivi allait super bien. On m'avait dit peut-être qu'elle était trop petite. Finalement, elle était bien correcte. 8 livres et 11, hein? Ouais, 8 livres 11. Fait qu'on a quand même été surpris, là, dans le sens qu'on s'attendait à un bébé trop petit, puis finalement, bien correct. Ça a été long. J'avais un bébé, puis là, je me mélange tout le temps. Tu vas pouvoir m'aider. En postérieur. Postérieur. Fait que, bref, quand je suis arrivée à 8 de dilatation de mon col, sa tête, elle appuyait sur mon col y enflait, fait que ça faisait encore plus mal, je savais pas comment réagir par rapport à ça, puis c'était comme un cercle vicieux, là, plus ça pousse, plus ça enfle, plus ça ci, plus ça, fait que bref, le médecin, à ce moment-là, m'avait dit, écoute, si ça passe pas, ben moi, je vais être obligée de rentrer mes mains puis d'aller la tourner. Fait que moi, qui avais prévu une naissance naturelle, j'étais comme, ça, c'est ma limite. Moi, c'est pas vrai que je vais avoir 2 mains à frette dans le vagin. Fait que à ce moment-là, j'ai pris la péridurale, puis ça s'est tout fait naturellement. Là. Puis je me rappelle, puis c'est spécial parce que moi, dans le fond, mon frère, il a eu 2 bébés avant moi, puis on a comme toujours été, dès que la maman était en travail, on s'en allait toute la famille à l'hôpital. Oh mon Dieu! Puis là, ça a été ça, ma première aussi. Je me souviens que mon père était là, mes frères étaient là, puis attendaient. Mais à ce moment-là, moi, c'était correct pour moi. Tu sais, il était dans la salle d'attente, puis je marchais, j'allais les voir, on riait, on revenait. Fait que, tu sais, ça, c'était correct, là. Puis, tu sais, c'est après que j'ai changé, je pense, mais c'était correct. Puis quand ils ont vu qu'écoute, j'ai accouché à 3 h du matin, fait qu'ils sont partis bien avant que ma fille naisse, là. Mais quand que finalement, ça a comme commencé à être plus difficile, ben tout le monde est parti, puis ils m'ont laissé mon intimité, là. Mais c'était correct pour moi à ce moment-là. Là. Fait que, bref, ça a quand même été long. Fait que j'avais toutes mes hormones qui ont monté. Ma mère était là avec moi aussi. Puis quand j'ai eu la péridurale, je me souviens que j'ai comme eu une chute d'hormones ou je sais pas trop quoi. Puis finalement, là, j'étais comme si j'avais pris de la drogue. Puis je me rappelle, là, il était minuit, puis j'étais couchée dans mon lit avec gelé. Dans le fond, là, moi, j'ai gelé jusqu'au bras. Là. J'étais gelée de partout. Mes jambes fonctionnaient plus, rien. Mais j'étais là, « Hey, maman, faut que tu me dises, faut vraiment qu'on regarde à quelle heure la Belle Pro ferme parce que je veux des hot dogs, là. » Puis, tu sais, il était rendu 1 h du matin, mais j'étais gelée. Gelé cerveau, là. Mon cerveau était gelé bien raide. Puis finalement, bref, j'ai dormi un peu. On a laissé bébé progresser. Puis ma fille est née à 3h12. Ça a super bien été. Quelques poussées vraiment faciles, malgré le fait que je ne sentais rien de mon corps, là. Fallait qu'on regarde sur le moniteur pour savoir quand est-ce que j'avais des contractions parce que j'étais gelée bien raide. Mais bref, belle naissance. Bébé sur moi, bébé au sein, ça a bien été. Moi, c'est le postnatal qui a été plus difficile. Mes 3 bébés, ils ont eu des freins de langue. Fait qu'au niveau de l'allaitement, c'était un petit peu difficile. Il y avait du reflux, il y avait possiblement des intolérances alimentaires. J'avais pas nécessairement le soutien de mon conjoint que je désirais. Fait que c'est vraiment le postnatal qui a été difficile, mais à ce moment-là, j'avais juste une fille. Fait que c'était facile pour moi de me coucher sur mon divan à longueur de journée, écouter la télé avec mon bébé sur moi. Puis ça a été ça. Fait que ça a été beaucoup plus smooth versus à mon deuxième. Puis faut dire que ma fille, dans le fond, c'est un bébé surprise. Mais mon deuxième, je l'ai attendu, là. À chaque fois que je tombais menstruée, je pleurais, c'était l'horreur. Je l'ai attendu, ça n'avait même pas de sens comment. Puis, je m'en allais où avec ça?
Quand je l'ai eu, lui, en fait, mes os, ils ont percé en plein milieu de la nuit. Ma mère était chez moi, fait que ma fille était déjà là, en sécurité et tout. On pouvait juste partir. Mais sa tête n'était pas fixée à mon garçon quand on est arrivé à l'hôpital. Fait que j'avais perdu mes os, mais j'avais 0 contraction, rien. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit « Ah, on aimerait ça te donner du Synto pour, tu sais, aller fixer la tête, que tout se fasse plus rapidement, en fait. » Puis moi, je voulais un accouchement qui était naturel. Donc, j'ai refusé, puis j'ai attendu. Mais là, quand la tête n'est pas fixée, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois rester couché sur le dos pour éviter que la tête... Le cordon... La précédence du cordon. C'est ça. Le cordon passe en dessous de la tête et le col, puis finalement, ça coupe la circulation du cordon. Fait qu'il faut que tu restes couché sur le dos. Puis avoir des contractions couché sur le dos, c'était pas génial. Donc, moi, mon mental, il a coupé là. J'étais juste pas capable de gérer la douleur, gérer tout ce qui se passait. Puis je me rappelle que à chaque contraction, là, je shakais comme une feuille, là, puis j'étais comme... Puis c'était juste trop pour moi. Mais bref, j'avais fait comme 0,5 cm en comme 4 heures, puis le travail avançait pas, ça fonctionnait pas, puis j'étais pas capable d'être dans ma bulle pour bien gérer, puis d'être dans mon côté animal et tout. Fait que... un moment donné, quand l'infirmière est venue me faire mon toucher vaginal pour me dire comment ça allait avancer et tout, j'ai craqué. Puis là, j'ai dit, là, moi, c'est sûr, je passe pas une autre heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de même. Fait que je vais prendre la péridurale. Puis j'ai dilaté complètement à 10 tout d'un coup. Fait que c'était vraiment mon mental, puis le fait que j'étais pas capable de me relaxer, mettons. Fait que après ça, 20 minutes de poussée, et voilà, mon garçon était là, en santé, tout était super. Puis à mon garçon, mon 3e, qui était encore un bébé surprise, on n'est pas bon avec les surprises, la contraception, évidemment. Mais, bref, lui, je me suis beaucoup plus informée sur tout le processus d'enfantement et tout, puis j'étais tellement dans mon mental que même si j'ai accouché, dans le fond, j'aurais adoré avoir un suivi en maison de naissance, mais à ce moment-là, c'était pas possible. Il y avait 0 place en maison de naissance, là. Fait que, puis de toute façon, j'avais vraiment adoré mon suivi à l'hôpital, là. Les médecins qui m'ont accompagnée, les infirmières qui étaient là, ils étaient tellement fines, tellement douces. Puis, tu sais, quand ils étaient là, parce que dans le fond, on était pas mal juste avec mon conjoint dans la chambre dans le moment où est-ce que c'était important, là, mais quand il fallait que j'enfante, le médecin et l'infirmière arrivaient, puis ils étaient génial, là. J'ai été chercher mon 2e bébé pour le mettre sur moi. J'ai adoré. Il était là, il me proposait plein de choses qui étaient vraiment très humaines. Fait que j'ai adoré ça. Puis, on peut aussi le faire en césarienne, hein, aller chercher son bébé. J'en publie souvent des vidéos sur... Il y a une docteure australienne sur Instagram qui partage... Oui, j'y repartage tout le temps. Oui, c'est ça, super. Nathalie, je me rappelle plus. Ah, moi, oublie ça. Je pourrais en nom, mais je sais de qui tu parles parce que c'est elle que je suis. Mais c'est ça, les mamans qui viennent chercher leur bébé. Ça aussi, pour le lien, c'est tellement important. Ouais. Puis ils sont capables. Fait que là, tu sais, les mamans, puis là, ils restent en peau à peau, jamais ils sont séparés. Tu sais, s'ils peuvent être séparés, là, combien de temps après une césarienne? 1h30, des fois plus. Hein. Des fois plus, hein? Ça n'a pas d'allure, séparer une maman de son bébé. Fait que... Moi, ça vient me chercher, là. Oui, hein? Ouais. Ben écoute, oui, fait que dans le fond, t'as aimé ton expérience, fait que t'étais ravie d'y retourner au 3e. Oui, vraiment. Puis tu sais, justement, on parle du lien, là, moi déjà, quand mon bébé était dans mon ventre, je me rappelle, c'était instinctif pour moi d'aller mettre mes doigts dans mon vagin pour aller toucher la tête de mon bébé et savoir comment ça progressait, mon travail, tu sais, de voir toute seule, puis tu sais, même que je me souviens que le médecin avait fait comme, oh, c'est rare qu'on voit une maman aller toucher, puis dans ma tête, c'était comme, mais voyons, il me semble que c'est normal d'aller... C'est ton corps. Ton corps, il t'appartient, t'as les compétences. Ouais. Puis, tu sais, c'est le fun de savoir quand est-ce que ton bébé y arrive, là. Il me semble, OK, ben il est rendu là, OK, on y va, ça, on va tranquillement. Puis, tu sais, en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis après ça, j'ai été le chercher, je l'ai mis sur moi. Puis je sais pas si... Je repense à cela, là. Mais je sais pas si c'est ça qui a fait en sorte que moi, c'est Marie-André, elle sait, là, mon 2e garçon, c'est spécial. Mon 2e garçon, c'est Zach. On a un lien, lui puis moi, puis c'est indescriptible, mais on est en symbiose, puis depuis qu'il est né, là, on est en symbiose. C'est un petit baby, un petit bébé à besoins intenses. Cet enfant-là, il a tellement braillé, là. C'est malade, là. Dans la nuit, il pleurait des fois, là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais à chaque nuit pendant quasiment toute sa première année. Puis on se mettait des écouteurs,
puis on l'avait sur nous, puis on l'accompagnait dans ses pleurs. Mais tu sais, c'est choquant, là, quand que toi, dans ta tête, tout ce que tu t'es fait dire depuis que tu étais tout petite, admettons, ou peu importe, là, la culture ou quoi que ce soit, c'est que ton bébé, ben, faut qu'on calme ses pleurs. Tu sais, t'es là, parce que si un bébé qui pleure, c'est un bébé qui est pas bien, qui essaie de te communiquer quelque chose ou quoi que ce soit. Puis là, t'es là avec un bébé qui, tu sais, no matter what, là, peu importe ce que tu fais, là, il pleure, puis il pleure, puis il pleure, puis il pleure. Puis t'es comme, aïe, il y a quelque chose que je fais de pas bien. Puis à travers tout ça, j'ai ma première fille que elle, c'est comme un pétard à mèche. Elle arrête jamais 2 secondes. Ses émotions sont intenses, tout est intense. Puis là, il y a moi là-dedans, puis moi, je suis persuadée que j'ai fait une dépression postpartum à mon 2e. J'en ai jamais parlé au médecin parce que mon suivi postnatal était terminé. Puis, tu sais, quand on allait au médecin, c'était pour voir le suivi de mes enfants, dans le fond, pas mon suivi à moi. Fait que j'en ai jamais parlé. Mais, tu sais, c'est hardcore, peut-être, ce que je vais dire, mais je me souviens, à mon 2e, m'a dit, si j'apprenais, mettons, que j'ai un cancer ou quelque chose comme ça, puis que je devais mourir, ce serait correct. Parce que j'étais tellement rendue là, à bout, puis tu sais, j'obtenais pas nécessairement le soutien que j'avais besoin de mon chum. Il me comprenait pas, en fait, là. Puis mon bébé pleurait tout le temps. Fait que tu sais, c'est de l'incompétence parentale. Ma fille, écoute, j'ai tellement eu de la misère, là, puis tu te sens mal parce que tu te dis, voyons, je peux pas autant clasher avec ma fille, c'est mon enfant, je devrais l'aimer, je devrais être comme en symbiose avec elle, mais c'était pas ça. Puis encore aujourd'hui, c'est difficile avec ma grande parce qu'on est très en clash, là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, là, j'étais en postnatal, puis là, je me dis, aïe, aïe, c'est sûr, il y a de quoi qui marche pas, mais à qui j'en parle, je savais comme pas trop, puis j'avais pas tant de soutien. Fait que bref, ça, c'est mon 2e. Mais je trouve ça vraiment génial que tu abordes le sujet. Moi aussi, quand ma 2e est née, j'ai pas eu le soutien que j'avais besoin de mon conjoint. Puis je me rappelle, il s'en allait travailler, puis je pleurais, j'étais en panique, je shakeais. Je disais, tu peux pas t'en aller. Il dit, là, le travail était plus important rendu là, mais tu sais, maintenant, il ferait plus jamais ça. Mais il me laissait dans une détresse incroyable. Et moi, j'ai rejeté ma première fille. Et j'ai rejeté ma première fille parce que ma 2e pleurait tout le temps. Elle avait des reflux, des douleurs freines, l'angle total, puis vraiment le gros bordel. Puis j'arrivais pas à m'occuper de ma première. Puis c'était vraiment, vraiment triste. Là, ma première, je l'ai vraiment beaucoup blessée. Puis vers 9 mois environ postnatal, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'étais rendue que j'allais pas dire bonne nuit à ma première tellement qu'on était détachés. C'était à ce point-là. Puis j'ai consulté en psychoède. Ça a été la première fois qu'on a consulté. J'y ai parlé de ce rejet-là. C'est pour ça que j'en parle parce que, tu sais, je suis contente que... Oh, je vais broyer, moi, avec. Si, puis je me suis maquillée. Mais je suis contente que tu en parles parce que c'est vraiment tabou. OK? Mais moi, j'ai rejeté ma première, puis ça a été violent. Puis je le voyais à quel point elle me dérangeait, à quel point j'étais contre elle, finalement. Puis c'est ça. La psychoède, elle nous a expliqué un peu comment recréer notre lien. Puis notre lien est maintenant merveilleux. Puis tu sais, elle va avoir 12 ans. Puis elle a confiance en moi, j'ai confiance en elle. On est liés, mais ça a été très dur parce que jamais j'aurais eu pensé. Tu sais, moi, ma première était tellement importante. Comment j'aurais pu penser que j'allais la rejeter? Mais je l'ai rejetée. Puis il faut le dire. Il faut le dire parce que ça pourrait vous arriver. Et ce que je veux dire par rapport au bébé qui pleure, moi, mon 4e, c'était un autre bébé qui pleure. Puis il pouvait pleurer. Puis mon 3e aussi, OK, il pouvait pleurer de minuit à 4 heures. C'était vraiment l'enfer. Puis une fille sur les réseaux, Amélie Petitmonde, là, qui travaille le sommeil des enfants, je l'ai consultée. Puis elle m'a dit, vérifie juste son fer au cas où. Puis mon gars avait 8 de fer au lieu de 50. Ah oui? Puis ça fait pleurer la nuit, ça leur coupe l'appétit, ça l'empêche de dormir. Puis là, on est sur supplément de fer depuis 1 mois, puis il dort. Il pleure plus. Oh wow, c'est intéressant. Fait que c'est intéressant, je vais en parler parce que le fer, c'est super important dans le sommeil des bébés, puis des fois, c'est peut-être juste ça, tu sais. Fait que c'est simple là, à diagnostiquer. Ben oui. C'est souvent après 6 mois. Fait que je voulais partager que moi aussi, ma première, je l'ai beaucoup rejetée. Puis la psychoède, ce qu'elle nous disait, c'est, tu sais, dans le fond, c'est moi l'adulte. C'est à moi de recréer le lien. Et j'avais fucking pas envie. Ouais. C'est fou. Puis je me dis, voyons, raisonne, Mel, mais il n'y avait aucune émotion. Ouais. Puis je me suis mis à la suivre. C'était 10 minutes par jour, puis c'était pour moi. Je les chronométrais. 10 minutes par jour, il fallait que j'assure. Je m'intéresse à ce qu'elle faisait. Puis tranquillement, pas vite, on s'est recréé un lien. Puis là, c'est redevenu ma fille. Mais ça a été violent. Puis j'y en parle, hein? T'as été blessée par maman quand t'étais toute petite. Puis j'y dis, parce qu'elle a des blessures, puis sont réelles.
Puis tes difficultés, tu sais, il y a une partie de ce que j'ai fait qui c'est peut-être responsable. Fait que je veux pas faire semblant que ça a été parfait parce qu'elle a vécu l'enfer, ma première, à cause de ça, tu sais. Mais c'est réel, c'est présent, puis c'est possible, puis ça existe. Fait que c'est bien que tu en aies parlé. Oui, ben je trouve ça beau parce que, tu sais, moi, nous autres, on est là-dedans, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas guéri complètement, dans le sens que, tu sais, c'est ça. Ma première, c'est ma première. Fouf! Tu sais, c'est tout le temps dans la confrontation, dans l'opposition, dans le ci, dans le ça. Fait que, tu sais, c'est très rushant. Puis quand tu dis, t'as pas envie d'aller dire bonne nuit, ben c'est vrai. Des fois, tu sais, je vais donner des becs aux enfants, puis, tu sais, je suis comme, OK, bonne nuit. Je donne un petit bec. Mais, tu sais, à le dire, puis être dans l'émotion de dire bonne nuit, tu sais. Puis c'est quelque chose de tellement important pour moi, mais avec ma fille, je l'appliquais pas nécessairement. Puis... C'est dur, parce qu'on est intelligent. On n'a pas fait nos enfants parce que ça ne nous tentait pas, puis on était obligés, là. On les a eus parce qu'on était des mères qui voulaient s'investir. Puis si c'est confrontant quand tu le sens pas. Ouais. Tu peux pas faire semblant. Fait que de recréer ce lien-là, tu sais, aller chercher de l'aide, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Puis des pensées intrusives que tu as eues, moi, là, c'était en auto. Je me disais, si je rentre sur le terre-plein de l'autoroute, ça me soulagerait. Puis ça avec, tu sais, ça fait partie des idées suicidaires sans avoir... c'est des formes d'idées suicidaires. Donc, tu ne veux pas t'enlever la vie, mais la vie est trop dure pour toi. Tu sais, il faut aussi consulter dans ce temps-là. C'est pas normal. Puis on est nombreuses à le vivre. On est nombreuses à le vivre. C'était quelque chose qui me faisait vraiment peur pour mon 3e bébé parce que j'avais tellement vécu le postpartum difficile à mon 2e que je me disais... Mais tu sais, là, j'en ai 2 autres à la maison, là. Fait que là, ça va être difficile, là, de vivre ce postpartum-là. Puis je me disais, je pourrais jamais recréer le lien que j'ai avec mon 2e. Je pourrais jamais le recréer avec un autre enfant. C'était tellement en symbiose avec cet enfant-là, là. Écoute, c'est spécial, là, comment... Puis encore aujourd'hui, c'est un enfant que je comprends vraiment beaucoup puis que je ressens ses émotions, peu importe quelles qu'elles sont. Fait que je me disais, je pourrais jamais recréer ce lien-là avec un 3e. Puis je me sentais déjà mal avant d'avoir accouché de peut-être pas avoir ce lien-là, tu sais. Puis finalement, totalement différent. Tu sais, quand je l'ai mis au monde, cet enfant-là, c'était simple, c'était beau. Tu sais, les 2 autres, je les ai accouchés sur le dos, sous péridurale. Lui, on dirait que j'étais tellement... tu sais, empowerment, là. Je l'avais, puis j'ai accouché à 4 pattes, puis j'ai tellement aimé ça, j'étais tellement animale, puis tu sais, j'ai été chercher mon bébé, puis quand je l'ai eu sur moi, tu sais, c'était un bébé surprise, on savait pas c'était quoi son sexe, puis c'était quelque chose que je trouvais très, 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 très cool, là, de pas le savoir, j'étais bien avec ça, puis ouais. C'est ça, c'était beau, là, comment que je l'ai mis au monde. Mais je me souviens, par exemple, que, tu sais, c'était tellement intense. J'ai eu 4 minutes de poussée, je pense, à lui. Dans le fond, c'était juste 2 poussées. Puis, je me souviens que quand il est sorti, la médecin m'a dit « Viens prendre ton bébé. » Puis j'étais comme « Hey, donne-moi 2 minutes, là. J'ai besoin de 2 minutes. » Puis elle était comme « Non, Josée, viens prendre ton bébé. » Mais tu sais, j'étais comme déconnectée à ce moment-là tellement que j'étais comme « Ouh, c'était quelque chose, c'était intense, mais c'est beau. » Puis là, je l'ai pris. Puis là, j'étais... Moi, je l'ai eu, le coup de foudre, là, au 3, là. J'ai eu mon coup de foudre au 3e aussi. Dans ma naissance animale, hyper connectée, puissante. Puis je me suis dit, hey, jamais dans ma vie, je me suis sentie puissante de même. Ouais. Et c'est impossible dans sa vie de se sentir aussi puissante d'une autre façon. Puis ça, je le souhaite. Puis c'est pas tout le temps, même mon 4e, je l'ai pas vécu, cette puissance-là. Même si je l'étais, je l'ai pas vécu comme à mon 3e. Fait que voilà, les 3e enfants nous guérissent. Fait que, écoute, merci de ton partage. Pour vrai, c'était très important de le faire. Puis merci d'avoir osé le dire. Je sais même pas si j'aurais été vers ça, moi, personnellement. Fait que je suis contente d'avoir ouvert la porte. Bien, en fait, là, c'est que moi, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur la naissance. Ouais. Je trouve que, tu sais, on dit tout le temps, OK, bon, là, on fait de la préparation prénatale. Parce que natal, c'est important. La naissance, c'est important. Tout ça, c'est super important. Mais après, il se passe quoi? Après, là, dans le fond, là, tu vas arriver chez vous avec ton bébé, puis là, les beaux-parents vont venir. Ils vont venir voir qui? Ils vont venir voir le bébé. Puis là, tes parents vont venir voir qui? Ils vont venir le bébé. Puis tout le monde va venir le bébé. Puis toi, t'es là, à côté, puis c'est pas parce que t'as mis un enfant au monde que, tu sais, oui, biologiquement, ça fait toi de maman, c'est vrai. Mais t'as tout le reste du travail qui reste à faire. Puis ce travail-là, moi, c'est là-dessus que je veux miser, dans le sens que c'est ça qui est le plus difficile, selon moi. Puis c'est là que souvent, ça crache le plus. Ouais. Fait que, puis tu sais, c'est peut-être... En fait, je dis peut-être. C'est parce que j'ai vécu ces expériences-là qui font que j'ai ce minding-là, mais aussi parce que j'ai beaucoup de mamans autour de moi qui l'ont vécu, ça.
de se dire, voyons, c'est pas normal, là. Non, mais on met pas de mots. Tu sais, pensée intrusive. J'aurais aimé ça, savoir que ça existe avant de le vivre puis de me sentir anormal, de rejeter un de ses enfants. Moi, c'est les mauvaises mères qui voulaient pas leur enfant qui vivaient ça. Comment ça, moi, je le vivais? Fait que, tu sais, il faut en parler. Il faut en parler parce que d'en parler, ça fait qu'enfin, on libère. Puis c'est là qu'on prend conscience puis qu'on peut enfin aller mieux, tu sais. Je pensais que tu allais dire de quoi, je sais pas pourquoi. Mais écoute, merci. Merci, Josée. Valentina, voulais-tu nous en parler aussi de tes naissances? Ben oui, moi aussi, 3 naissances. La première plus différente que les 2 dernières. Tu sais, à chaque accouchement, on a plus d'expérience aussi. Puis, comme je disais dans l'autre podcast, la première, tu sais, j'étais vraiment pas préparée physiquement. Donc, accouchement extrêmement long. Me faire dire que j'étais en faux travail pendant 20 heures à l'hôpital, complètement épuisant. J'étais à terre. Là. Je veux dire, quand j'ai eu de l'épidurale, c'était comme un... J'ai tellement ressenti un soulagement, puis j'ai retrouvé un peu la bonne humeur, j'ai pu me reposer, dormir, j'ai mangé un petit peu aussi. Mais moi aussi, je me suis sentie un peu buzzée. Je me suis tellement sentie gelée quand j'ai pris l'épidurale à ma deuxième. Puis, je me suis dit, si ça se vend, cette drogue-là, c'est ça, je deviens accro. Non, mais il y a beaucoup d'opioïdes dans l'épidurale. Mais tu sais, normalement, ça gèle le bas. Mais moi, ça m'a gelé le cerveau. Tout était drôle. Je me sentais vraiment droguée. Ouais. Fait vive l'épidurale. ça a eu ça comme... J'ai une photo de moi quand, justement, j'ai eu l'épidurale. Là, puis là, c'est ma mère qui l'a pris dans le fond de la chambre. Puis je suis couchée dans le lit avec mes petites couvertes, puis j'ai souri de même. Tellement plane au bout. Et puis moi, avec, j'avais faim. Hey, je pensais à toute la bouffe que j'allais manger. Hey, j'étais vraiment comme Harvey. Moi, c'était Harvey. Après autant de temps de travail, là, ça demande beaucoup d'énergie. Oui, fait que très épuisant au début. Finalement, épidural, ça leur ralentit les choses. Ils m'ont brisé les os. Tu sais, on s'est pas rendu au pitocin. J'ai refusé parce que, dans le fond, j'avais ma douleur, on était bien informés. Tout ça, ça a pris un peu plus de temps, mais finalement, j'ai fini par accoucher. Puis, dans le fond, c'était une poussée de 45 minutes. C'était quand même épuisant. Et, comme on n'arrête pas de répéter, c'est pas l'accouchement qui est difficile, c'est le postpartum. OK? J'étais tellement épuisée, j'étais dans un autre monde, j'étais pas connectée avec mon bébé, j'ai eu 0 coup de foudre, moi. J'ai jamais eu de coup de foudre avec mes bébés. Mais peut-être le 3e un peu plus, mais le premier, 0 coup de foudre. C'était extrêmement difficile. Moi, mes 3 bébés ont eu des allergies à la protéine de lait de vache, soya, œuf, tout le kit. Là. J'ai fait le régime aux 2 derniers. Le premier, on savait pas c'était quoi. Je me faisais dire par tout mon entourage, essaye de retirer le lait, tu sais, c'est peut-être ça. Puis moi, je suis une fille de science, je suis nutritionniste. Fait que, tu sais, dans le temps, j'étais comme, moi, tant qu'il n'y a pas un médecin qui me donne un diagnostic, je fais rien. Mais moi, je connaissais pas ça dans le temps. Puis maintenant, tu sais, je connais très bien ça. Je suis des mamans là-dedans. Puis, tu sais, reconnaître tous les symptômes qu'il y avait là, dans ce temps-là, j'aurais dû le retirer dès le départ. Là. Mon bébé était en souffrance. Pendant 4 mois, j'ai pas dormi. Là. Pas 0. Là. Il faisait même pas 1 heure. Mon chum puis moi, on était à bout. Mais on avait un super de bon lien. Puis comme plusieurs de mes amis m'avaient dit, tu vas voir, tu sais, au début, ça peut peut-être un peu être difficile sur la relation. Moi, au contraire, ça nous avait amené plus ensemble, c'est plus serré notre relation. Fait qu'il était là. Il était quand même très présent. Mais c'était des nuits sans sommeil, tu sais, on devait se relayer parce qu'il dormait juste pas. Puis après 4 mois, quand j'ai décidé de retirer tout, puis il a commencé à mieux aller, là, j'ai dit, OK, ben c'était ça. T'sais, mais j'aurais aimé ça le savoir avant. Bon, même si on me l'avait dit, c'est comme j'aurais aimé ça avoir la bonne information, peut-être aller voir un autre collègue nutritionniste qui m'en parle, parce que je suis restée pas mal dans ma bulle. Et quand on parlait de pensée intrusive, là, au début, moi, c'était au pire si mon bébé meurt demain, là. Je m'en fous. Comme, j'ai jamais dit ça à personne, même pas mon chum, même pas mes parents. Ça existe tellement. C'est ça. Je pense qu'il y a des mamans qui s'imaginent même le bébé débouler les escaliers ou des trucs comme ça. Moi, je l'ai tout le temps vécu. Hey, des coups, je l'échappe en bas du 2e. Des coups, j'y frappe la tête en me tournant. Des coups puis c'était comme une inquiétude, mais c'est aussi des pensées intrusives. Oui. Ben, il y avait le fait que j'étais tellement en souffrance que, tu sais, au pire, s'il meurt, j'aurais plus cette souffrance-là. Oui. Mais moi, l'anxiété postpartum aussi, à mes 3, là, toutes ces pensées-là, faire de l'insomnie parce que tu te dis...
si mon chum, il le prend dans ses bras, il est dans le balcon, tout ça, là. Il m'a écrasé dans le sofa. Ouais. Tout. Ouais. Tu sais, ça a été présent à mes 3, là. Même aujourd'hui, j'arrive à mieux le gérer, mais encore là, tu sais. Fait que je suis pas mal certaine que j'ai fait une dépression postpartum au premier, mais j'ai jamais eu de diagnostic. C'était quand même assez intense, comment que je me sentais au premier. Mais c'est ça, tu sais, accouchement difficile, ça a vraiment mal parti, dans le fond, le postpartum. J'étais déjà très fatiguée, épuisée. Puis, oui, j'avais du soutien. Tu sais, j'avais des gens qui venaient me faire à manger, tout ça, une chance. Ça m'a aidé un petit peu, mais c'est ça, quand même difficile. Le deuxième, tu sais, c'est là que j'ai commencé plus à m'intéresser à la périnatalité, l'entraînement, tout ça. Fait que physiquement, là, j'étais A1. Là, ma grossesse, j'ai adoré. Mes 2 dernières grossesses, physiquement, se sont passées de manière idéale. Okay? Je peux pas rien changer, là. Honnêtement, tu sais, j'ai fait les choses... Je sais pas que j'ai pas eu de symptômes, tu sais, j'ai eu des nausées, j'ai eu des petites douleurs, mais je savais exactement, tu sais, comment aller les gérer, mettons, les réduire. Puis, à mon deuxième, j'étais plus en mode, OK, si j'ai mal, je vais vers l'épidurale. Fait que la première, j'étais plus, OK, je veux un accouchement naturel, je veux pas d'épidurale, j'en ai eu. Le deuxième, j'étais comme, si j'ai mal, je me laisserai pas autant souffrir parce que j'ai vu comment que ça m'a affecté pour le postpartum. Fait que je vais la prendre un peu plus tôt pour éviter tout cet épuisement-là. Sans vraiment penser aux répercussions que ça aurait pu avoir au niveau de moi, du bébé, les solutés, tout ça. Fait que qu'est-ce qui est arrivé à mon deuxième accouchement? Le temps a réduit de moitié. Fait que ça a quand même bien été. Il y a rien de spectaculaire à cet accouchement-là. C'était quand même correct. J'ai toujours eu un bon soutien à l'hôpital. J'ai toujours eu des bonnes infirmières. J'ai pas eu de mauvaises expériences à ce niveau-là. Mais, postpartum, j'avais les seins gonflés, durs comme une roche. Ça sortait pas. Pendant 5 jours, mon bébé a perdu 11% de son poids. Fait qu'on m'a envoyé 24 heures à l'hôpital pour justement qu'il reprenne son poids. Parce que c'est vrai, puis tu sais, il dormait plus que l'autre. Pour moi, il dormait, fait que j'étais comme, je vais le laisser dormir. J'ai pas besoin. Tu sais, je vais dormir, j'en profiter. Mais ce qui est arrivé, c'est que la première nuit à la maison, il a dormi 7 heures d'affilée. J'étais comme, wow! Mais quand je l'ai pris, il était amorphe. Il bougeait pas. Il voulait pas répondre. Fait que c'est comme s'il y avait pas assez d'énergie. Il manquait d'énergie. Je l'avais pas nourri. Puis là, je le mettais au sein, puis il réagissait pas. Là, j'ai paniqué. J'ai dit, ouvre la fenêtre, tu sais, refais rentrer du froid. Je sais pas, je paniquais, là. J'étais comme... Puis éventuellement, il s'est comme réveillé, puis il a pris le sein. Puis bon, j'avais peut-être quelque chose qui coulait, mais mes seins étaient gorgés, là. C'était douloureux, ça coulait pas. Fait que, tu sais, je l'avais eu, ma montée laiteuse, mais comme, c'était bloqué. Fait que mastite, tout le kit. Fait que j'étais allée à l'hôpital, t'es stimulée, faire le dispositif... le DAL. Le DAL, oui, pour stimuler quand même mes seins, parce que moi, l'allaitement, je voulais faire l'allaitement. Fait que je voulais sauver l'allaitement, mais je voulais quand même qu'il reprenne un peu ses forces. Fait qu'après 24 heures, on m'a donné mon congé, c'était correct. Mais, tu sais, j'avais beaucoup plus le côté, là, prendre soin de soi, physiquement, l'entraînement, j'avais recommencé à bouger. Fait que mentalement, déjà là, ça allait mieux. J'étais plus au courant des allergies. Fait que j'avais, tu sais, quand j'ai vu qu'il y avait les symptômes, encore une fois, là, j'ai commencé à faire le régime d'éviction. Fait que c'était un peu plus smooth au deuxième. Donc, c'est ce qui m'a motivée, évidemment, à en avoir un troisième. Troisième, encore une fois, la grossesse en soi, vraiment bien été. Tu sais, j'ai continué à bouger, j'ai été active. Et, par contre, je voulais la grossesse naturelle. Okay, là, je voulais vraiment pas l'épidurale. Parce que, tu sais, là, je suivais beaucoup les doulas sur Instagram, les trucs sur la naissance, tout ça, puis pour moi, il fallait que ça soit naturel, tu sais. J'avais comme cette pression-là. Fait que là, j'ai fait de l'auto-hypnose, qui était vraiment super. J'ai vraiment adoré faire l'auto-hypnose. Moi aussi, j'ai adoré ça, l'auto-hypnose. Fait à l'accouchement, moi, j'étais vraiment mindée, j'étais prête, j'avais pris une rencontre 1 heure pour comme faire un plan de naissance, juste me remettre un peu dans le bain, de savoir un genre de mini-suivi de doula. Parce que dans ma tête, j'avais déjà les connaissances, tout ça. Puis j'avais l'auto-hypnose pour la gestion de la douleur et tout. Donc, j'étais quand même bien préparée. J'étais prête, j'avais hâte. Puis, je voulais pas de stripping. Parce que là, je l'ai pas mentionné, mais j'avais eu le stripping qui, selon moi, a fait en sorte que mes phases de latence ont été extrêmement longues et douloureuses.
qui entraîne après ça, tu sais, l'envie d'avoir l'épidurale. Et, la cascade d'intervention. Exactement, la cascade d'intervention que j'ai eu pas mal avec les... pas beaucoup là, d'interventions, mais j'en ai eu quand même des interventions qui auraient pu être prévenues. Donc, au 3e, je veux éviter tout ça. Je suis prête mentalement. J'ai eu ma rencontre avec la doula. J'ai mon auto-hypnose. Je me rappelle les points de pression, tu sais, pour que mon chum le fasse. Et là, j'étais fière de moi parce que les 2 dernières fois, j'étais arrivée à l'hôpital avec 1 cm de dilatation. Okay? Fait que c'est comme si j'avais fait full de travail, puis là, on arrive, puis on me dit « t'es juste à 1 ». Comme si, tu sais, ça enlevait toute la douleur puis le travail que tu avais fait. Là, avec l'auto-hypnose, j'avais vraiment appris à mieux gérer mes contractions. J'étais allée dans le bain, j'étais vraiment plus dans ma bulle. J'étais contente. Donc, là, c'est mon chum, il était à côté de moi dans le bain. Il dit « mais là, c'est parce que tes contractions sont aux 2 minutes. Faudrait peut-être y aller. » Je suis comme « non, ça va, tu sais. » Fait que j'ai attendu encore quelques minutes, mais là, c'était vraiment souvent. Il dit « non, faut y aller, là. Okay, » Parce que moi, j'ai accouché à l'hôpital. Non, mais c'était quand même rapproché, là. Fait que je vais pas non plus accoucher dans l'auto, là, parce que j'ai comme l'impression que cette fois-ci, que ça allait comme mieux sortir. Fait que j'arrive à l'hôpital, puis j'étais dilatée à 6. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme, OK, j'ai quand même mieux géré mes douleurs parce que, tu sais, je me suis rendue un peu plus loin. Puis je voulais vraiment pas la péridurale, mais j'étais tellement en douleur, le bébé, il appuyait vraiment sur le col. Fait que c'était comme si, même entre mes contractions, ça continuait à me faire mal. J'avais aucune pause. J'avais aucun moment pour, comme, respirer. Puis, tu sais, on dit de profiter là, des moments entre les contractions parce qu'au total, t'as plus de moments sans contraction que contraction. Là. Bref, mais j'étais vraiment en douleur. Puis là, c'est pour ça, dans l'autre épisode, j'ai dit je regrette de ne pas avoir eu de douleur présente à l'accouchement. Parce que je pense que si j'avais eu la douleur, j'aurais plus pu discuter, elle m'aurait encouragée à aller dans le bain, chose que j'ai comme oubliée. Tu sais, j'aurais juste pu aller dans le bain là, en arrivant à l'hôpital, puis ça m'aurait soulagée. Puis peut-être que j'aurais réussi à attendre un peu plus, puis accoucher naturellement. Puis une chose que je veux dire, c'est aussi avec tous les réseaux sociaux, là, on dirait que le fait que j'ai eu une épidurale, finalement, c'est comme un sentiment d'échec. Comme si on mettait tellement de pression à accoucher sans péridurale. Tu sais, on le sait, là, la cascade d'intervention, tout ça, mais on le dit tout le temps, on le répète tellement tout le temps que c'est comme si là, tu l'as pris, fait que c'est comme pas un vrai accouchement, c'est pas naturel. Tu sais, c'est comme même chose avec les césariennes, hein? Comme si, puis il y avait eu un trend sur TikTok, moi je suis beaucoup là-dessus, où est-ce que les gens disaient, moi, mon bébé n'aura pas de fête, il n'est pas né, il est né par césarienne. Tellement que c'est violent, les paroles qu'on peut avoir suite à une césarienne. Mais tu as tellement raison. Moi, ce que je crois qui est important, c'est de savoir justement les bénéfices et les risques d'une intervention. Puis quand on la choisit, c'est pleine conscience. Ouais. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre de la pression, effectivement. Puis ce sentiment d'échec-là, il est tellement inutile. T'sais. Faites pas ça, les gens sur les réseaux. C'est pas ça qu'on souhaite. Mais ce qui est important, par contre, c'est... je vais-tu le dire? Attends, bénéfice, risque, je l'ai dit. C'est de ne pas le subir. D'avoir la césarienne... De ne pas avoir l'épidurale. L'épidurale. De prendre l'épidurale, puis pas savoir que ton bébé va perdre plein de poids après, ou pas savoir que son cœur va rusher au pitocin, de pas savoir qu'est-ce que... Puis là, le subir, puis là, de se dire, si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. C'est les si j'avais su. Mais quand on sait tout, puis qu'on choisit l'épidurale, c'est parce que c'était la bonne chose pour nous. Puis, moi, je parle souvent de douleur versus souffrance, puis quand on arrive à la souffrance, c'est soit qu'on fait quelque chose naturel ou on donne quelque chose médical pour soulager. Parce que quand on est dans la souffrance, on est dans l'adrénaline. Oui, c'est ça. Puis tout le côté hormonal, adrénaline égale pas d'ocytocine, pas d'ocytocine égale pas de contraction efficace. Fait que c'est ça. J'ai finalement... Je suis arrivée, là, j'avais beaucoup mal, puis j'ai dit, je vais prendre l'épidurale, puis je vais être bien parce que je me rappelais de comment je me sentais buzzée avec les 2 autres. Fait que j'étais bien. Mais dans le fond, ce que j'ai aimé de celle-là, c'est que j'avais encore le feeling de mes jambes. Puis j'étais couchée sur le côté. On m'avait pas mis sur le dos. J'étais sur le côté avec un oreiller entre mes jambes. Fait que j'avais quand même appliqué certains conseils là, que la doula m'avait donnés. Puis... Dans le fond, c'est ça. On a donné l'épidurale, avec là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un ralentissement au niveau des contractions. Puis là, j'ai dit, OK, là, c'est le début, là. Là, j'ai pas envie d'embarquer dans la cascade d'intervention. Donc,
j'ai remis mes trucs d'auto-hypnose. Je me suis remis dans ma bulle. J'ai fermé mes yeux, je me suis concentrée et tout d'un coup, là, c'est ce qui a aidé à activer le tout. Puis là, tout d'un coup, les filles sont venues parce que le bébé, son cœur, il battait un peu plus. Puis c'est parce qu'il était pris dans mes fesses. Là. Il était comme rendu vraiment prêt. Donc, c'était le temps de pousser. Puis ça a pris 2 minutes. Puis il était sorti. Fait que tu sais, c'était comme un peu... je m'en vais à l'hôpital, c'est joyeux. Tu sais. Fait que quand je compare ça aux filles qui disent « Ah, tu sais, j'ai donné naissance avec... » de la puissance, puis côté animal, tout ça, on dirait que ça m'a manqué. Puis là, je dis, merde, j'ai déjà eu 3 grossesses, je pense pas que je vais en avoir un 4e juste pour vivre ça, tu sais, mais on dirait que j'aurais aimé ça aussi, vivre ça. Ouais. Mais ça t'empêche pas, c'est pas de prendre... puis tu sais, moi, j'ai vécu des accouchements aussi totalement différents, mais c'est pas de prendre la péridurale qui peut t'empêcher de vivre ce moment animal-là, dans le sens que... tu sais, t'es pas obligé de... c'est pas parce que t'as la péridurale que t'es obligé de rester sur le dos puis d'attendre. Ouais. Tu sais, tu peux y aller quand même, puis c'est conseillé là, de faire d'autres choses, de prendre des positions quand même qui vont... Tu sais, t'as de l'aide, tu restes dans ton lit, puis tu sais, tu peux te mettre, admettons, plus en petit bonhomme ou, tu sais, avoir de l'aide pour te positionner autrement, pas juste être couché sur le dos puis d'être passif puis d'attendre. Je pense que ça contribue à la cascade d'intervention versus, justement, tu as mis tes écouteurs, tu t'es mis c'est de la puissance, tu as pris le contrôle. Ça, cette bulle-là est tellement importante. Il faut arrêter de sortir les mamans. Puis l'histoire qu'on voulait partager, on va peut-être la faire autrement. Ta cliente était toujours sortie de sa bulle, puis ça l'a mal été, que là, toi, tu as pris les règles. Mais effectivement, je peux comprendre ton sentiment parce qu'à mon 4e, je ne l'ai pas vécu, la puissance de mon 3e, puis j'ai vraiment eu un très gros deuil. Oui. Ça m'a vraiment fait chier de vivre cette puissance-là puis pas la revivre. Fait qu'effectivement, tu sais, il y a quelque chose de gros sur notre performance à coucher, sur comment ça devrait être, comment qu'on idéalise, comment que... puis c'est triste, c'est vraiment triste. Puis tu sais, si j'en avais un 5e... ben je pense que je me laisserais plus d'espace à le vivre comme ça va arriver, en faisant confiance à mon bébé qui va venir au monde comme il est censé l'être, puis que moi, dans le fond, je suis juste son guide là-dedans. Puis c'est lui que je viens guider lui dans sa venue sur Terre. Je pense que je me déresponsabiliserais autant que je suis responsable de protéger comment mon bébé vient au monde, mais je pense que je me mettrais moins de pression, mais c'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis l'autre point, parce que là, moi, je l'ai vécu, être dans mon bain, puis ça va bien, puis ça va vite, puis tu sais, je serais sortie du bain, ça aurait fait quoi? Prendre la voiture, c'est une intervention. Ouais. Puis c'est parce que là, c'est notre culture. Parce que dans une autre vie, t'étais bien. Ça allait bien. T'aurais resté bien. Puis quelqu'un serait venu à toi pour t'accompagner. Ça, c'est l'idéal parce que c'était bien parti. Puis l'impact, on le saura jamais. Mais mettons ta clone qui vit la même chose que toi, qui serait restée dans le bain, ce serait passé comment? Parce que là, t'es sorti de ta bulle. Puis pour recommencer à ce que ça fonctionne, tu t'es remis dedans consciencieusement. Fait que je pense que c'est important de savoir que, 1, prendre la voiture, c'est une intervention. Est-ce que tu y consens ou non? Et de 2, tu vas avoir la job de te remettre dans ta bulle pour que ça aille bien après. C'est vraiment pas facile, là. C'est comme moi, je prépare mes clientes à ça. Je les accompagne à domicile. Puis quand on part de la maison, je le vois, les contractions diminuent. Puis la maman, elle a mal. La maman était super bien, là. Elle avait des contractions 2 minutes. Elle était complètement dans sa bulle, complètement ailleurs. Tu sais, puis là, OK, là, il faut aller en auto. Puis là, Caro, j'ai tellement mal, là, fais quelque chose, là. Mais pourtant, il y a comme 5 minutes, c'était beau. Mais oui, chaud dans son bain. Puis pourtant, l'hiver. Les contractions se sont espacées parce que l'auto, c'est pas un endroit sécuritaire pour accoucher. Fait que ton corps va créer de l'adrénaline. Le temps que tu t'habitues à l'environnement aussi, où tu t'en vas. Puis quand tu arrives à l'hôpital, c'est pas top favorable. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais tu sais, les infirmières posent plein de questions. Il y a les gros néons, il y a des petits rideaux là, tu sais, au triage souvent pour comme voir si t'es admise. Puis là, il y a du monde qui parle. Puis là, il y a plein d'inconnus. Puis là, tu sais, on écoute le cœur du bébé. Fait que tu sais, en tout cas. Là, tu tombes dans ta tête au lieu d'être dans ta bulle. Puis là, ça fait mal. Je pense que j'ai été chanceuse dans ce point-là. Moi, j'ai accouché à Saint-Hyacinthe. Bien, les 2 premiers, c'était à Montréal, là, mais le 3e à Saint-Hyacinthe, un 29 décembre. J'étais la seule sur l'étage. Puis moi, ils sont rentrés, ils étaient toutes douces, ils m'ont éteint les lumières. Ils disaient « Appelez-nous si vous avez besoin d'aide. » Puis comme...
Mais il faut en parler. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est quand je dénonce des faits qui se sont mal passés, les gens se ferment. Puis là, mais quand on voit une expérience positive comme celle-là, bien là, ça donne le goût de peut-être l'appliquer dans notre hôpital aussi. Oui. Fait que c'est important de le dire. Puis tu sais, il y en a des places où est-ce que justement, tu sais, c'est plus doux, plus... Ouais, bien il faut en parler ouvertement pour que les endroits que c'est violent, bien que ça devienne plus doux, tu sais. Ben oui. T'avais-tu fini? Ben oui. Ben écoute, merci de ton partage. À mon tour? C'est à ton tour. Je sais pas, il est rendu quelle heure? Torieux, hein? Ben c'est correct. On le savait. Je vais essayer de faire ça vite. Non, c'est pas ça. On le savait que ce serait notre épisode passionnel. OK. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements qui en ressortent. Ben, puis c'est vraiment correct. Fait que vas-y, parle-nous de tes naissances sans... Fait que mon premier, comme j'ai dit dans le truc de la préparation, ben je me sentais un petit peu naïve, là. Tu sais, j'étais comme, moi, je vais gérer, ça va bien aller. Je vais avoir mon accouchement de rêve en maison de naissance, je vais accoucher dans le bain, tout va bien aller. Puis à 40,6, j'ai toujours pas accouché. Puis là, je pense juste à « Oh my God, je vais perdre mon suivi sage-femme si j'accouche pas. Je veux pas accoucher à l'hôpital, je veux pas accoucher à l'hôpital, je veux pas accoucher à l'hôpital, je veux pas accoucher à l'hôpital. » Et ma sage-femme, puis moi, on discute tout ça, puis je fais le choix éclairé d'avoir un stripping. Okay? Je savais les pour et les contre, j'étais bien informée. Puis, dans le fond, j'ai eu la longue latence suivant le stripping. Puis, ma sage-femme a été merveilleuse. Elle m'a accueillie à la maison de naissance. Elle est restée avec moi toute la nuit avec mon chum. J'étais super bien. Je gérais bien les contractions dans le bain. Elle me disait « Laisse sortir la douleur de ton vagin. » Là, tu sais, c'était comme... Tout était super favorable pour que ça se passe bien. Puis, au petit matin, ben, elle m'a donné comme 2 choix parce que j'étais comme encore considérée en phase de latence. Elle m'a dit, soit que tu vas à l'hôpital pour te reposer puis prendre une morphine, puis tu reviens ici après. Puis elle a dit à mon chum, si c'est ça le plan, tu vas voir, ça va être difficile de la ramener ici. Puis l'autre plan, ben, c'est que tu retournes chez toi, puis tu reviens quand tu t'en sens le besoin. Puis dans ma tête, j'ai commencé à faire des girls math, là. Je commence à calculer mon affaire. Oh mon Dieu, là, ça fait tant d'heures que je suis juste à 3, puis là, tu sais, il me reste tout ça à faire, je serai jamais capable, je n'y arriverai pas. Mon corps, il va lâcher, puis finalement, c'est ça, j'ai décidé d'aller à l'hôpital au lieu d'aller chez moi, parce que je pensais pas que j'allais y arriver, mais à ce moment-là, je pense que si j'avais eu quelqu'un pour me dire comme... Tu vas le faire, t'es capable, tu vas y arriver. Va chez toi, fais juste te détendre, garder ton énergie, tu sais, puis ça va le faire, comme tu vas enfanter. Ben, ça aurait tout changé. Puis dans le fond, c'est ça, on s'est rendu à l'hôpital, puis en allant à l'hôpital, j'ai perdu mes os dans l'auto. Bah. Puis, ben moi, je savais pas qu'à ce moment-là, j'étais considérée en travail actif, fait que j'ai pas appelé ma sage-femme. Fait que là, je me suis rendue à l'hôpital, puis là, j'ai jamais été aussi souffrante de toute ma vie. J'étais à côté sur le bureau des infirmières, là, puis je criais. Là. Tu sais, puis il y a 5 minutes, j'étais super bien à la maison de naissance. Là. Fait que j'étais plus du tout dans ma bulle. Puis là, on m'a couché dans le lit, on me pluguait de partout, puis on m'a donné de la morphine. Puis on m'a donné je sais pas combien de doses de morphine sans me demander si j'en voulais d'autres. Puis jusqu'au moment où est-ce que je dis aux infirmières, là, je sens que ça pousse, là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, elle me disait, non, c'est ton premier, ça se peut pas que ça pousse tout de suite, tu sais. Puis là, j'étais comme, non, ça pousse, là, je sais que ça pousse. Puis là, on me vérifie, puis là, j'étais à 9+. Fait que là, quand j'étais arrivée, je leur avais dit que je voulais l'épidurale. Puis c'est ça, on m'a emmenée en chaise roulante à toute vitesse, on a appelé l'anesthésiste, puis on m'a donné l'épidurale. Encore là, tu sais, je pense que si quelqu'un, mettons, une infirmière m'avait dit « Hey, t'accouches, là! Ah ouais, Genre, ton bébé, il est là, là! » Ouais. Tu sais, t'en as pas besoin d'épidurale, là. Fait que j'aurais probablement dit « OK », tu sais. Mais là, j'étais tellement buzzée sur la morphine, j'étais plus là. Mon chum, il était tellement fatigué aussi, fait que lui, il faisait juste comme être là, tu sais. Puis... c'est ça, j'ai eu l'épidurale. Ma sage-femme est arrivée parce que mon chum, il avait dit « Ah, tu sais, t'es à 9+. » Fait qu'elle est arrivée. Puis, j'ai eu un réflexe d'éjection, là. Déjà, je sentais comme mon ventre, tu sais, je pouvais pas rien contrôler, là. Mon ventre serrait tellement fort, là, puis il poussait vers le bas. Puis, ma sage-femme était comme « Bon, ben, tu sais, t'accouches. » Puis là, la médecin était pas là, il fallait l'attendre parce qu'elle était en salle d'op ou je sais pas quoi.
Puis là, finalement, ma sage-femme, elle a mis des gants, puis elle a fait comme, ben, tu sais, je suis là, c'est pas grave, pas besoin du médecin. Ben, elle a pas dit ça, mais comme, elle était là. Fait que, c'est ça, j'ai poussé quelques poussées, puis mon bébé est né. Puis finalement, la médecin est arrivée juste avant le couronnement, là, puis que mon bébé arrive. Puis, tu sais, j'ai pu pousser dans les positions que je voulais. Tu sais, j'ai quand même été respectée dans mes choix au niveau de la poussée. Mais pour moi, ça a été un énorme traumatisme, cet accouchement-là. Même aujourd'hui, je m'en veux tellement par rapport à tout ça. J'ai travaillé vraiment fort là-dessus, mais c'est ça, ça a été vraiment traumatisant. Qu'est-ce que tu t'en veux? Tu sais, d'avoir été à l'hôpital, tu sais, les choix que j'ai faits, j'ai regretté, tu sais, j'ai regretté d'avoir pris l'épidurale quand, clairement, j'en avais pas besoin. Tu sais, j'aurais dû aller chez moi, mais... Tu sais, je pense que c'est ça, j'avais pas le soutien émotionnel nécessaire pour ça. Moi, je pense que ça fait partie de l'histoire. Oui, je sais. Je sais, mais je veux juste te dire pour que les autres le sachent, parce que ça fait partie... Moi aussi, j'ai eu plein de regrets à certains endroits. Puis je me dis, c'est parce qu'à ce moment-là, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Oui. Puis moi, tu sais, j'ai beaucoup travaillé, tu sais, j'ai beaucoup cheminé, puis c'est un peu pour ça que je suis accompagnante à la naissance, pour justement soutenir les couples dans ça. Pour que ce soit toujours finalement éclairé. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste ça qu'on a besoin. Parce que nos décisions d'épidurale zen, comme tu as eu, c'est éclairé. Tout à fait éclairé. De l'avoir à 9,5, c'est parce que tu n'avais pas confiance en toi. Tu avais juste besoin que quelqu'un te dise que ça allait bien. Oui, c'est ça. C'est tout. Mais on ne peut pas tout avoir sur nos épaules. Puis là, je ne suis pas ta psy, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de culture qui vient jouer sur comment on met au monde nos enfants. Puis notre environnement est important. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Notre environnement va jouer beaucoup sur comment ça va se passer, puis aussi comment qu'on le vit. Puis à mon deuxième, en fait, comme je me suis ultra préparée, là, j'ai fait la préparation de Quantique Mama. Oh! Comme j'étais vraiment... J'ai parlé beaucoup avec ma sage-femme, tu sais, j'étais vraiment prête à tout, là. Tout. Et je me rends encore une fois à 40,6. OK? Et là, j'en veux pas de stripping, mais je veux pas perdre mon suivi sage-femme. Puis ma sage-femme m'avait dit, t'inquiète pas, tu sais, au deuxième, c'est très rare d'avoir une longue latence, blablabla. Et je me suis claqué une longue latence, sans stripping. J'ai eu 32 heures de contraction chez moi. Je suis allée aussi un peu à la maison de naissance, je suis revenue chez moi. J'ai fait tout, là. J'avais des contractions aux 4-5 minutes, là, pendant 32 heures, puis j'étais prête encore à continuer, tu sais, puis à faire comme, gars, je veux l'avoir, mon accouchement naturel. Puis ma sage-femme, dans le fond, je l'appelle pour voir, tu sais, est-ce que tu peux venir chez moi pour venir évaluer, je suis rendue où? Puis elle vient chez moi, puis elle écoute le petit cœur, puis le petit cœur descend vraiment beaucoup à la contraction, même après les contractions. J'ai quand même pas mal de saignements, fait que là... On décide d'aller à l'hôpital. Oh mon Dieu, ça me rend un peu émotive. Fait qu'on s'en va à l'hôpital, puis pendant tout le long, je parle à mon bébé. Je suis comme, OK, tu sais, ça va, c'est correct, tu sais, tout va bien aller, puis tout ça. Puis dans ma tête, je suis encore un peu naïve, là, mais tu sais, je pense que j'étais un peu buzzée par mes hormones. On arrive à l'hôpital, puis on écoute le petit cœur, puis tout ça, puis... encore une fois, à chaque contraction, le cœur descend. Fait que là, moi, je dis, est-ce qu'on peut crever les os, tu sais, pour voir si ça va pas faire avancer le travail plus vite, puis pour que je puisse accoucher, tu sais, bientôt. Mais j'étais juste à 4 cm, fait que, tu sais, les chances que ça déboule, c'était plutôt mince. Puis je réalisais pas à ce moment-là que je m'en allais, tu sais, vers une césarienne, là. Moi, j'étais comme, on essaye tout, là. Puis après avoir retiré la poche des os, là, j'étais complètement incontrôlable parce qu'il fallait que je reste couchée. C'était l'enfer, là. À cause du monitoring. Ouais, il fallait écouter le cœur du bébé. Puis là, il y avait plein de monde autour de moi. Puis on voulait me poser un seul thé, puis ci, puis ça. Puis là, c'était comme... Moi, je faisais juste subir, là. Puis finalement, j'ai accepté d'avoir l'épidurale. Parce que là, on savait pas où est-ce qu'on s'enlignait. Puis finalement, j'ai bien fait. Parce que sinon, j'aurais eu une anesthésie générale pour ma césarienne. En urgence, hein? Ouais. Parce que dans le fond... Une fois le cœur est descendu à 30, puis là, à partir de là, ça a pris comme moins de 10 minutes. Là. Dans le fond, il y avait une infirmière qui était sur moi, puis qui me tournait des deux côtés comme ça. On roulait, mon chum courait à côté, puis on est rentré au bloc, puis il y avait quelqu'un déjà qui était là pour se faire qui avait une grossesse ectopique, là. Puis on a sorti la fille
du bloc, puis on m'a rentré, puis là, ça a été super vite, là. Mon bébé il est sorti dans vraiment pas longtemps. Puis, tu sais, je vous ai dit, j'étais traumatisée de mon premier, mais mon deuxième, je suis pas traumatisée de mon accouchement. C'est fou quand même, là. C'est fou. Parce que, dans le fond, j'ai eu un placenta prévia pendant ma grossesse, puis je me suis préparée à une césarienne. Parce que, dans le fond, quand on a un placenta prévia, ben, c'est une possibilité d'avoir une césarienne si jamais ça remonte pas assez. Puis c'était remonté suffisamment. Fait que j'étais préparée à une césarienne, puis pendant le chemin qu'on roulait vers la salle d'op, j'ai donné toutes mes demandes à l'infirmière, la pauvre. Puis pendant qu'on était au bloc, il était en train de m'installer la sonde, puis tout ça, puis j'arrêtais pas de répéter « OK, moi, je veux pas ci, je veux pas ça, je veux ci, je veux ça, j'en veux pas de ton calmant. » Puis tu sais, je savais ce que je voulais. Puis j'ai vécu ma césarienne à 99% comme moi, je voulais la En plein pouvoir. Oui, c'est ça, exact. T'as pas subi. Exact. Puis c'est ça qui a fait en sorte, je pense, que j'ai pas été traumatisée de ma césarienne. Puis après ça, tu recommanderais-tu aux filles de se laisser ouverte à la possibilité de... Parce que dans le fond... une césarienne, tu veux ouais. dire? Mais moi, serait-tu moins traumatisant? Honnêtement, moi, je prépare toujours un peu la césarienne avec toutes mes clientes. Ben oui, parce que dans ton cas, c'était-tu évitable? Je pense pas. Non, parce que dans le fond, mon placenta était en train de décoller. Ah, Lui, il était comme moi, c'était assez 32 heures, j'en peux plus. Non, mais c'est parce que c'est ça, rendu là, t'avais besoin, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'était une question un peu de vie ou de mort de mon bébé. Fait que ça aussi, ça met un baume sur le fait que, comme, c'est pas un acharnement médical ou peu importe. Tu sais, c'était vraiment comme, OK, il fallait que ça. C'était inévitable. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Wow. Fait que j'ai eu une césarienne à mon deuxième. Puis, dans le fond, ma fille aussi, c'est une surprise. On est toutes pas bonnes. La contraception, c'est pas notre force. On est toutes olé ou quoi? J'espère que mes ados écouteront pas ça. Ben oui, qu'ils sachent que ça peut arriver. Fait que à ma fille, c'est ça, c'était une surprise. Puis, j'ai décidé de tenter la VAC, l'accouchement vaginal après césarienne. Pour moi, il n'y avait aucun doute, là. C'était ça ou rien. Je me suis vraiment super bien préparée. À ce moment-là, j'étais doula aussi, fait que c'est sûr, j'avais tout mon bagage d'accompagnante. Je me suis pris une doula aussi. Même si je suis doula, tu sais, quand t'accouches, t'as plus de connaissances. Tu sais, j'avais... Ben c'est pareil. Quand moi, j'ai une vertèbre coincée dans mon cou, je vais avoir un physio. Ben oui. Je sais plus comment me décoincer tout seul. Ça a tout changé. Puis cette fois-ci, j'ai décidé de faire un accouchement à domicile. Puis pour moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment un gros stress de savoir c'est quand le moment de partir pour la maison de naissance. Ça me créait beaucoup d'anxiété. Ça venait vraiment comme, tu sais, me déranger. Puis les 2 fois, je suis partie trop tôt parce que j'avais peur, justement, tu sais, puis de pas arriver à temps, de pas vivre l'expérience pleinement ou blablabla, tu sais. Fait que dans le fond, cette fois-ci, j'étais à domicile. Vers 1h du matin, j'ai commencé à avoir des contractions, tu sais, puis cette fois-là, j'étais comme non, c'est pas vrai que je vais avoir une longue latence, je connais les trucs. Maintenant, je donne les trucs à mes clientes, je vais faire la même chose. Fait que j'ai eu des petites contractions, puis au lieu de me mettre tout de suite en mode je suis en train d'accoucher, je juste continué à dormir. J'ai somnolé, puis entre les contractions, je me réveillais un peu, je me rendormais, jusqu'au moment où est-ce que je fasse « OK, là, il me semble que ça revient souvent », il me semble que j'aurais le goût de me mobiliser. Fait que j'ai écrit à ma doula pour lui dire que comme je pensais que c'était le bon moment. Puis tranquillement, pas vite, elle s'est envenue. Je suis allée me chercher un Gatorade, puis j'ai mis toute seule la grosse housse sur mon matelas king, là, parce que je me suis dit, si j'accouche, faut pas que ça fasse un dégât. Ça coûte cher le matelas. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ma doula est arrivée, tout ça, puis rapidement, je sentais que ça poussait dans mes fesses. Fait que là, on a appelé ma sage-femme. Puis quand elle est arrivée, elle a tout de suite constaté qu'il y a quelque chose qui clochait. Fait que moi aussi, j'ai eu un petit bébé en postérieur. J'ai eu ça, moi aussi, le 4e. Puis, tu sais, dans le fond, j'étais tellement bien accompagnée. Ma doula puis ma sage-femme m'ont guidée à faire des positions vraiment pas agréables, mais vraiment efficaces pour aider bébé à se tourner. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup de souffrance pendant les premières contractions, là. Puis jusqu'à temps que ma fille se tourne, puis elle s'est tournée, puis il y a eu un gros splush parce que j'ai perdu les os en même temps. Puis à partir de ce moment-là, j'étais vraiment dans ma zone, j'étais vraiment bien. Je me suis juste laissée guider par ma doula. C'était comme mon fort, là, tu sais, puis je faisais juste la suivre là-dedans. Puis comme j'avais tellement confiance, mon chum, il était presque pas là pendant mon enfantement.
il était là, mais tu sais, lui, il gérait un peu, apporte-moi une flashlight, fais ci, fais ça, tu sais, puis mes enfants dormaient jusqu'au petit matin, puis oh mon Dieu, c'est tellement beau, ça m'émue encore. Puis c'est ça, à la fin de mon travail, j'étais assise sur la toilette, puis j'étais juste comme, je tenais les mains de ma doula comme ça, puis on a fait comme toutes les dernières contractions ensemble. Puis là, j'étais allée dans ma chambre, je me suis juste levée parce que souvent, pendant la phase de transition, on sécrète beaucoup d'adrénaline qui va faire en sorte qu'on a envie de se verticaliser. Puis je suis allée à la chambre, puis là, je me suis mis à 4 pattes par terre, puis là, j'ai senti ma fille littéralement glisser dans mon bassin. Je pensais pas que ça se pouvait. Puis là, j'ai comme pris panique. J'ai eu mon 2 minutes pour me dire « Oh mon Dieu, mon accouchement est déjà fini. Je veux pas que ça s'arrête, comme je veux que ça continue, tu sais. » Puis, tu sais, c'était inévitable, là. Je veux dire, elle était là. Fait que je suis montée dans mon lit, je me suis accotée sur ma doula, puis à ce moment-là, j'étais complètement partie. En quelques poussées, ma fille est née dans le silence, dans la noirceur totale. Puis c'était moi qui étais supposée de l'accueillir, là. Mon chum, il a accueilli mon premier, puis là, c'était comme mon tour. Mais j'étais tellement partie que je l'ai laissé tomber sur le matelas. Fait qu'elle a juste glissé sur le matelas tout doucement, puis je me rappelle qu'on me disait « Viens chercher ton bébé », puis tout ça, mais j'étais tellement pas là, j'étais tellement partie. Puis comme j'ai une vidéo de la naissance de ma fille, puis tu sais, on le voit comme, on dirait comme je suis en train de comme revenir sur Terre, puis là, dans ma tête, c'était tellement long, mais c'était pas si long au final, là. J'étais allée la prendre, puis là, je l'ai rencontrée, puis ça m'a vraiment comme fait renouer avec tout l'accouchement, l'enfantement, puis dans le fond, dans mon postpartum immédiat, j'ai fait comme « Oh my God, wow », tu sais, il faut que toutes les femmes aient autant confiance en leur corps, puis leur capacité puis qu'il y ait l'espace de se laisser aller comme tu as pu te laisser aller. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est là que j'ai eu envie justement de créer ma préparation virtuelle à la vague, tu sais, puis de dire, OK, toutes les femmes qui veulent tenter un accouchement vaginal, qui comprennent que c'est sécuritaire, tu sais, qu'il y a plein de façons de faire, qu'on peut le faire à domicile, tout ça, tu sais, puis juste d'avoir 100% confiance. Ouais, parce que c'est ça, tu sais, culturellement, longtemps, on s'est fait dire que notre corps n'était pas capable. Exact. Sans l'aide de quelqu'un d'extérieur. Puis tout ça, c'est de reprendre ce pouvoir-là. De l'homme-machine, là, tu sais, que le corps de la femme est défectueux, puis qu'il fonctionne pas, puis qu'il faut l'aider pour enfanter, tu sais. Mais justement, la seule fois où est-ce qu'on m'a pas aidée, puis qu'on n'a rien fait, puis qu'on m'a juste laissé, puis qu'on a eu confiance en moi, ben c'est la seule fois où est-ce que j'ai réussi à enfanter comme seule, tu sais. Mes sages-femmes étaient là, mais juste pour assurer... En bibelot sur le coin. Oui, c'est ça, tu sais. Puis d'écouter le petit cœur une fois de temps en temps pour s'assurer que tout est beau, tu sais. Puis c'est ça. Tu sais, même ma doula, c'est une personne qui est très, très minimaliste comme accompagnante. Puis c'est juste ça que j'avais besoin, tu sais, juste sa présence. C'est ça, c'est la présence au cas... Ben, tu sais, je veux dire, la présence qui nous rend plus fortes, finalement. Exactement. C'est une présence qui nous donne confiance qu'on a besoin. Le sisterhood. Le sisterhood qui est important. Puis là, j'ai eu bébé postérieur. Je l'ai vécu, moi, avec. Torieux, hein? Ça, moi, à chaque fois, maintenant que je me chandaille à mes enfants puis que j'essaie de passer par le front puis ça passe pas, je me dis, aïe, je me revois. Tu sais, il faut vraiment passer par l'autre bord. Puis ça, tu vois, aussi, pour celles qui le vivent, moi, ma sage-femme, elle avait fait Spinning Baby. Puis elle m'avait couché sur le côté droit pour favoriser que son dos tourne à gauche. Puis dès que son dos s'est tourné à gauche, puis moi, je dirais rien, elle me couchait sur le ventre, puis là, il s'est engagé. Parce que moi, il reste très haut jusqu'à la poussée, mes bébés. Puis là, il s'est engagé, sping! Puis là, je me suis mis à pousser. Fait que, tu sais, puis ça a bien été. Mais c'est, tu sais, c'est bébé postérieur, c'est pas une fatalité. Quand on connaît un petit peu comme... C'est juste qu'il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi faire. Moi, je savais pas, mais d'avoir quelqu'un autour de soi qui sait quoi faire. Mais moi, je pensais que le bassin, il allait me fendre en deux, littéralement. Ah ouais. Ben moi, cette fois-là, moi, ce matin-là, c'était dans le COVID, OK? Puis le matin, il y avait plein de COVID dans ma région. Puis j'avais une amie qui avait eu son bébé, elle avait eu la COVID en fin de grossesse, puis il avait fallu y faire une césarienne parce qu'elle manquait d'air. Puis elle n'a pas pu voir son bébé pendant 10 jours. Fait que là, moi, ma fille, le matin, mardi matin, 40 semaines, 40,0, OK? J'étais à 40,0, 4e enfant. Ma fille, Mérédith, a dit, j'ai mal à la gorge, puis elle faisait de la fièvre. Je fais son test de COVID positif. Non. Là, j'arrive aux sages-femmes, je braille ma vie. Je suis dans tous mes états. Je vais avoir une césarienne, on va m'enlever mon bébé. J'étais vraiment traumatisée. Là, elle me check, elle dit, tu sais, Mel, t'es à 5.
si tu restes, on pourrait te provoquer. Puis t'aurais ton bébé tout de suite, puis on éviterait tout ça, tu sais, parce que j'étais pas malade. Puis là, je fais, asti, je pense que j'ai pas le choix. Puis moi, j'avais tout préparé, j'allais accoucher toute seule, moi. Même pas mes sages-femmes parce que j'étais trop loin pour qu'ils viennent. J'étais toute préparée, mon réseau était fait, mes doulas ils étaient là, tout était fait, tu sais, ma sororité était présente pour mon naissance non assistée, non médicalisée. Puis finalement, là, je me ramassais provoquée de sage-femme, là, pas provoquée au pitocin. Fait qu'ils m'ont provoquée, puis là, mon travail, tu sais, j'avais mal au dos. Fait que là, j'étais dehors, il me dit, va marcher après le tire-lait et toutes les affaires. Puis là, j'avais le dos barré. Est-ce que j'avais mal au dos? Là, je suis revenue dans la chambre, je suis pas en train d'accoucher, mais maudit que j'ai le dos barré. Là, elle me check, t'es à 7. Là, je fais, ben non, je suis pas en train d'accoucher, j'ai mal au dos. J'ai juste le dos barré. Elle dit, non, Mel, t'es en train d'accoucher. C'est des contractions parce qu'il est en postérieur. Mais il faut dire que postérieur, c'est pas en siège, hein, parce que souvent, quand c'est postérieur, les gens pensent en siège. Postérieur, c'est dos à dos, fait que le bébé a le dos. Fait qu'il s'engage pas de la bonne façon. Il faut qu'il s'engage en petite crevette, puis là, il s'engage de l'autre côté. Fait que c'est plus forçant un peu. Ça fait mal au dos. Dans le fond, le bébé, il a le dos colonne à colonne avec maman, au lieu d'avoir le dos en avant ou le nombril. Oui, c'est ça. Fait que voilà, je l'ai vécu. Puis tu vois, j'ai eu mon bébé à 9h le soir, puis à minuit, j'avais la COVID. Oh my God. Puis j'ai été malade, là. Je toussais, puis tu sais, tu viens d'accoucher, t'as le vagin ouvert, t'as le ventre mou. J'étais comme... Ouais. Puis je sentais mes sécrétions descendre, j'essayais de les sortir, mais ils tombaient dans le poumon. Ouais, ça a mal été, là, mais c'est ça, c'est mon 4e. C'est pour ça que je le sens moins puissant, parce que, tu sais, ça s'est pas passé comme je voulais, mais en même temps, ça s'est passé comme c'était supposé. Ben oui. Fait qu'il y a eu gros épisode de 60 000 heures. Mais c'était puissant. On a eu des partages hyper intéressants. J'espère que ça va aider nos auditrices. Puis n'hésitez pas, les filles, comme je dis, partagez qu'est-ce que ça vous ressort. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous le vivez d'une autre façon, n'hésitez pas à le communiquer dans les commentaires. Peu importe la façon que vous communiquez sur TikTok, YouTube, Instagram, Spotify, peu importe. Nous, on prend tous les commentaires et je fais des lives là, pour discuter de ça là, dans mes dîners pas gênés. Donc, merci d'avoir écouté jusque-là. Celles qui ont survécu jusque-là, mais je pense que ça valait le coup. Puis merci à mes invités aussi de vous être laissé le cœur s'ouvrir de même parce qu'il y a des choses qui se sont dites qu'on n'avait peut-être pas prévues, mais maudit que ça va aider plusieurs. Donc, merci les filles.